Sun Woon devient l'un des dieux et doit maintenant choisir sa première race de départ. Au début, il envisage les hommes grenouilles, puisqu'il a reçu des pouvoirs liés aux insectes, mais il abandonne rapidement cette idée. Leur tribu compte plus de 500, et avec une population aussi massive, les influencer serait beaucoup trop difficile pour le moment. Alors, à la place, il commence à chercher une race plus petite en difficulté. C'est alors qu'il remarque un groupe d'hommes lézards expulsés, et ils sont parfaits. Ils sont faibles, épuisés, blessés, et principalement âgés. Chassés de leur terre, ils ont complètement perdu espoir. Pour Sun Woon, c'est le point de départ idéal pour conquérir le monde. Avant tout cela, Sun Woon était un joueur imbattable dans le jeu de stratégie, Perished World, pendant de nombreuses années. Un jour, après un match final, il est soudainement aspiré directement dans le jeu, et il n'est pas seul. Les meilleurs joueurs d'autres mondes sont également entraînés. Leur mission est simple, régner sur des civilisations en tant que dieu, et les mener à la domination ultime. Le dernier dieu debout devient le véritable dieu de ce monde, gagnant tout. Ceux qui échouent font face à une mort totale. Retour aux hommes lézards. Étant donné leurs conditions actuelles, Sun Woon peut facilement devenir leur dieu. Il suffit d'un seul miracle, et il décide de commencer par le plus faible de tous, un homme lézard blessé à peine capable de suivre la tribu. Alors que les hommes lézards blessés et affamés se frayent un chemin à travers le désert, ils se figent tous de stupeur en voyant un animal blessé gisant sans défense sur le sol, pratiquement offert pour qu'il le dévore. Les hommes lézards désespérés ne réfléchissent même pas une seconde avant de sauter sur la proie inattendue, devenant complètement fous, voulant tout pour eux. Les personnes âgées et malades à l'arrière se sentent totalement écrasées en sachant qu'il ne restera rien pour eux à manger. Les lézards en bonne santé déchirent toute la chair et les parties savoureuses, ne laissant que des os derrière eux. Le groupe avide décide même de ronger les os restants jusqu'à ce qu'un des lézards bienveillants les arrête. Il prend tous les os restants et les offre aux malades et aux anciens pour qu'ils puissent manger. Ces pauvres gars sont reconnaissants même pour des os, mangeant comme si c'était le dernier repas de leur vie. Les hommes lézards en bonne santé se sentent insatisfaits du geste bienveillant de leur ami. Pour eux, laisser les vieux et les malades manger de tels restes insignifiants est un gaspillage puisqu'ils ne vont de toute façon pas survivre longtemps. Leurs blessures n'ont fait qu'empirer. C'est un miracle qu'ils soient encore en vie à ce stade. Mais le lézard bienveillant leur rappelle le moment où l'un des blessés, à savoir Rakrak, a risqué sa vie et les a défendus contre un tigre à dents de sabre. Alors, au lieu d'être égoïste, ils devraient être reconnaissants. Pourtant, cela ne change pas le fait, du moins pour les lézards en bonne santé, que les blessés et les malades vont finir par mourir. Ils continuent de se disputer jusqu'à ce que la nuit tombe et que tout le monde finisse par s'endormir. Pendant que tout le monde dort profondément, Rakrak lutte avec la plaie pourrissante sur son épaule. Alors qu'il gémit, il remarque un papillon bleu semblant essayer d'attirer son attention. Finalement, Rakrak se lève et commence à suivre la belle créature. Quelques hommes lézards remarquent que Rakrak s'en va et supposent qu'il abandonne probablement le salon pour de bon. Mais Rakrak, il est simplement poussé par la curiosité. Il a remarqué quelque chose de particulier en haut et veut voir ce que c'est exactement. Peut-être qu'il imagine des choses puisqu'il est le seul à avoir réagi. Même si ce n'est qu'une illusion, il veut vérifier. Et une fois là-haut, il trouve un véritable buffet de coléoptères collés ensemble. Rakrak est agréablement surpris, réalisant qu'il a trouvé assez de nourriture pour que tout le monde puisse festoyer. Avec cette première révélation, Nebula est un pas plus près d'acquérir une race. La quantité de scarabées qu'il a envoyés est suffisante pour nourrir tout le salon pendant quelques jours. C'est assez surprenant pour Nebula que ces gars partagent leur bénédiction entre eux sans faire d'histoire. Cela montre à quel point ces gens sont déterminés. Finalement, Rakrak décide de mettre sa foi dans le dieu qui les a nourris. Il le nomme le dieu scarabée sans nom. Cela vient comme une autre surprise pour Nebula, qui était sûr que le nom de son dieu serait lié au papillon. Néanmoins, il est heureux d'acquérir une race, et particulièrement heureux avec ce candidat nommé Rakrak, un homme lézard au grand cœur et altruiste qui a choisi de partager la bénédiction avec tout le monde. Nebula est convaincu que ce gars deviendra un atout crucial dans la construction de sa civilisation. Quelques jours passent, et les hommes lézards trouvent enfin leur sanctuaire. La blessure qui tourmentait Rakrak a finalement guéri aussi. C'est grâce à la bénédiction du dieu scarabée sans nom, ou du moins c'est ce que Rakrak croit. Il essaie même de convaincre les autres de l'existence de celui qui a descendu ses bénédictions sur lui. Sa blessure guérie du jour au lendemain est une preuve suffisante pour lui. En fait, sa cicatrice à l'épaule est même recouverte d'écailles noires, semblables à celles d'un scarabée. Maintenant, avec ses bénédictions en poche, Rakrak a confiance en lui et veut aller chasser le buffle. Pour prouver sa nouvelle force et le pouvoir des bénédictions que ses compagnons ont du mal à croire, il prend position et lance la lance de toutes ses forces, détruisant l'arbre cible. La mâchoire de tout le monde est tombée par terre après avoir vu cette démonstration de force astronomique qui transcendait pratiquement la physiologie des hommes lézards. Pour comprendre comment ils ont même trouvé cet endroit et pourquoi Rakrak est si déterminé à chasser un buffle, nous revenons quelques jours en arrière. Rakrak suit à nouveau ces mêmes visions semblables à des hallucinations et le groupe est excité à l'idée qu'il pourrait encore une fois tomber sur un jackpot de scarabées. Ils suivent avec enthousiasme le chemin que seules les visions de Rakrak ont pu remarquer. Mais Rakrak les avertit que l'hiver approche et que les scarabées continuent d'apparaître en provenance de la direction des vents froids. S'ils continuent dans cette direction, ils pourraient mourir de froid. Cela préoccupe profondément ses compagnons hommes lézards qui se demandent s'ils devraient même suivre le chemin vers lequel les visions de Rakrak le poussent. Rakrak lui-même ne peut pas confirmer si les visions les mènent quelque part de significatif.
Puisqu'ils n'ont pas d'alternative, il ne peut que se fier aux visions et continuer à suivre. Il s'avère que la raison pour laquelle Rakrak doute de ses visions est que Nebula manque encore de foi. Sans Rakrak, Nebula doute qu'il pourrait influencer quoi que ce soit. Pour l'instant, tout ce qu'il peut espérer, c'est que Rakrak continue de croire. Ce n'est qu'alors qu'il pourra les mener vers un avenir inimaginable. Bien qu'il ne sache pas vraiment où mènent les visions, Rakrak continue de les suivre et ils arrivent finalement à un sanctuaire. Ce salut inattendu renforce la foi de tout le monde. Le dieu Scarabée sans nom les a conduits à leur refuge. Le niveau divin de Nebula augmente d'1, le faisant officiellement passer au niveau 2. Sa sous-zone augmente également d'1. Cette montée de niveau débloque une nouvelle compétence, la sanctification des insectes. Cette compétence permet à Nebula de choisir et désigner un prêtre, et évidemment, Rakrak est le seul candidat approprié pour ce rôle. La bénédiction accordée à Rakrak l'aidera à répandre la volonté du dieu. Plus tard dans la nuit, alors que Rakrak dort paisiblement parmi les siens, il entend quelqu'un appeler son nom et dérive dans un monde de rêves. Là, il rencontre une personne mystérieuse qui tend la main. Alors que Rakrak tend la main pour la saisir, un crâne de buffle d'eau apparaît soudainement dans sa main. Rakrak comprend instinctivement ce qu'il doit faire. Il lève le crâne et orne la tête de la figure mystérieuse avec. Et tout à coup, le dieu Scarabée sans nom se manifeste enfin devant les yeux de Rakrak. C'est la première fois qu'il le voit et, au matin, il raconte à tout le monde son étrange rêve. À leur tour, ses proches demandent quelles sont les intentions du dieu et pourquoi Rakrak pense que cette divinité mystérieuse demande un sacrifice de buffle. Pour chasser un buffle, ils devront s'aventurer dans la profonde nature sauvage, ce qui est un risque extrêmement dangereux. Mais ils ne peuvent pas oublier que celui qui demande un buffle est le même être qui les a conduits en sécurité. Pourtant, un homme lézard continue d'exprimer son désaccord, soulignant qu'une chasse comme celle-ci nécessiterait la participation de tout le groupe, mettant tout le monde en danger. Même Rakrak admet qu'il ne peut pas se permettre de mettre en danger tout le groupe. Cela dit, la chasse aura quand même lieu, mais il ira seul. De retour au présent, juste après que Rakrak ait montré sa nouvelle force parcourant son corps, assez forte pour détruire des arbres, tout le salon est dans un agréable état d'incrédulité. Le vieux lézard sage remet même en question l'absurdité totale de tout cela. Rakrak était autrefois un gars au bord de la mort avec une blessure en décomposition, mais maintenant il est là à fracasser des arbres avec des lancers de javelots. Comme si la chance était de leur côté, Rakrak aperçoit tout un troupeau de buffles en bas de la colline. C'est rien de moins qu'un miracle de voir des buffles ici. Un troupeau de buffles migre toujours vers le même endroit qu'ils connaissent déjà, donc le fait que ce troupeau se soit perdu et éthéré ici n'a aucun sens. Rakrak ne s'embarrasse pas des explications détaillées et fonce en avant comme une bête affamée avide de sang. Tout ce qui l'intéresse, c'est de chasser et de nourrir les gens qu'il aime. D'un seul coup, il frappe un buffle en plein crâne, le terrassant instantanément. Rakrak devient le pionnier du groupe, donnant à tout le monde la confiance nécessaire pour envahir le champ avec leurs armes. Plus tard dans la journée, tout le groupe se réunit, empile tous les crânes de buffle et suspend un buffle entier à l'envers en sacrifice. Avec tout préparé, Rakrak commence les prières. Tout le monde se joint à la prière pour que le dieu Scarabée bienveillant et sans nom accepte leur sacrifice. Nebula observe tout depuis les cieux. L'offrande est quelque peu incomplète, mais ce qui compte vraiment, c'est leur sincérité, et la quantité impressionnante de foi que Nebula vient de recevoir le prouve exactement. C'est pourquoi Nebula ne se plaint pas. Honnêtement, c'est plutôt correct pour un prêtre novice. Nebula mérite certainement ce bon coup de foi, surtout compte tenu du temps et des efforts qu'il a investis dans ces hommes lézards. En ce moment, le vrai problème est de comprendre comment les hommes lézards vont se soutenir. Puisque Nebula n'est pas le dieu de l'herbe ou de la nature sauvage, il ne peut pas faire pousser de l'herbe ou produire de l'eau à partir de rien. Mais gardez à l'esprit qu'il est le dieu des insectes. Auparavant, il utilisait des insectes, principalement des sauterelles. Il a utilisé ces bestioles pour détruire les prairies et attirer les buffles hors des montagnes. Mais pour le moment, les hommes lézards n'ont aucune idée de comment élever des animaux. Ils ont littéralement mangé même le bébé buffle au lieu de l'élever. D'un autre côté, Nebula sait qu'attendre des connaissances en élevage à ce stade est beaucoup trop demandé. Cette oasis n'est pas non plus assez solide pour soutenir une grande population à l'avenir. Les hommes lézards ne survivront que quelques années si les choses continuent ainsi. Pour l'instant, ils ne savent rien de l'agriculture ou de l'élevage, ce qui rend leur avenir sombre. Bien sûr, les connaissances et les compétences ne s'acquièrent pas magiquement du jour au lendemain, et les enseigner directement briserait les règles. Cela va prendre du temps, mais Nebula est certain qu'ils finiront par prendre le bon chemin. Il initie le processus en accordant une petite bénédiction à son prêtre actuel. Le lendemain du sacrifice, Rakrak examine l'autel fait d'os de buffle. La nuit dernière, il a fait un rêve très troublant, un rêve qui semblait vague mais profondément inquiétant. Lorsque son ami Zael lui demande plus de détails, Rakrak explique que dans le rêve, l'autel tremblait dangereusement, leur oasis s'asséchait. Il n'y avait plus de poissons à attraper et la terre avait été surexploitée au point qu'il était devenu impossible de cultiver davantage de plantes. Mais Zael croit qu'ils n'ont rien à craindre puisque leur dieu prend manifestement bien soin d'eux. Rakrak croit aussi en leur dieu de tout cœur et il a une immense confiance. Mais si les choses montrées dans ce rêve étaient en fait des avertissements, s'ils ne comprennent pas ces signes et n'agissent pas en conséquence, ce ne serait pas différent que d'aller à l'encontre de la volonté de leur dieu. C'est exactement ce qui met les nerfs de Rakrak à vif. Alors qu'il est perché au sommet de l'autel, il remarque quelque chose d'alarmant et appelle
appelle Zaël pour qu'il vienne voir. Au loin, il voit un groupe marcher droit vers leur oasis. Rakrak réalise immédiatement pourquoi l'hôtel a tremblé dans son rêve. À en juger par la formation et le nuage de poussière, ce troupeau d'hommes lézards qui se dirige vers eux n'est certainement pas une bonne nouvelle. Rakrak et son ami les reconnaissent instantanément. Leurs écailles bleues, leur taille imposante et les bêtes qu'ils montent, tout cela signale une chose, la tribu du cuir bleu. La même tribu qui a volé leur ancien foyer et forcé le groupe de Rakrak à l'exil. À en juger par leur apparence, ces gardes-là cherchent le prochain endroit à occuper et détruire. Comme l'oasis n'est pas visible de loin, ils ont coïncidemment marché dans cette direction. Rakrak ne peut qu'espérer qu'ils passeront sans rien remarquer, du moins c'est ce qu'il pensait, jusqu'à ce qu'un éclaireur bavard de l'oasis crie à la tribu du cuir bleu, attirant immédiatement leur attention. Ils ont fait une erreur, mais Rakrak refuse de voir cela comme une malchance. Peut-être que c'est en fait pour le mieux. Peut-être que c'est une mission que leur Dieu veut qu'ils accomplissent. Une mission pour assimiler les hommes lézards capturés par la tribu du cuir bleu. C'est une mission pour fusionner la tribu du cuir bleu avec son peuple. Cela doit être la volonté du Dieu. Sinon, il n'y a aucune raison pour que leur divinité dirige leur ancien rival directement vers l'oasis. Et quand Rakrak aperçoit ces papillons bleus familiers flottant autour, son soupçon se transforme en certitude. C'est la volonté divine, et il n'ose pas la remettre en question. Son travail est simple, jouer son rôle d'apôtre du Dieu. En coupant à Nebula qui regarde tout se dérouler, il se sent immensément fier de Rakrak. Rakrak doit sortir victorieux de la tribu du cuir bleu et les intégrer, augmentant ainsi la croissance démographique et déclenchant de nouvelles avancées. Ce qui fascine le plus Nebula, c'est la prise de décision de Rakrak. Il a choisi ce chemin par lui-même. Cela montre que Rakrak est une créature de volonté puissante. Oh, et au fait, il est déjà au niveau 14. Même face à un groupe ennemi, il a envisagé la possibilité de s'allier avec eux. Cette forte volonté fait de lui un candidat idéal pour un futur leadership. Tout ce que Nebula doit faire maintenant, c'est renforcer suffisamment la foi de Rakrak pour s'assurer que ses décisions s'alignent naturellement avec les intérêts de Nebula. Coupant vers le chef de la tribu des cuirs bleus, le gros salaud ricane et demande si l'oasis leur appartient. Nos hommes lézards répliquent avec 2 fois plus de mépris, disant à ces clochards de dégager de leur territoire. Le gros suit avec une autre question stupide, demandant ce qui rend cet endroit si spécial. Rakrak s'avance et explique calmement que cet endroit est là où réside leur dieu, le domaine du dieu Scarabée sans nom. Comme prévu, le chef ricane à nouveau, ne comprenant pas pourquoi un dieu parlerait à un barbare comme Rakrak. Il a fini de parler. Il ordonne à Rakrak de partir immédiatement. S'ils s'en vont pacifiquement, il promet qu'ils n'affronteront pas de conséquences catastrophiques. Rakrak réplique avec une confiance totale, rendant parfaitement clair que la tribu en cuir bleu ne peut pas les vaincre, peu importe leur nombre. Bien sûr, le chef pense que Rakrak est fou d'ignorer le désavantage écrasant auquel il fait face, mais Rakrak garde ce sourire impertinent et confiant et défie simplement le chef au lieu de gaspiller son souffle. Sans surprise, le grand patron est furieux d'être défié par quelqu'un qu'il considère inférieur à lui. Rakrak, quant à lui, traite la tribu du cuir bleu de bande d'agneaux sans abri n'ayant nulle part où retourner. C'est pourquoi il leur offre une chance, une opportunité de vivre sous la bénédiction du Dieu. Le gros salaud éclate de rire comme si Rakrak venait de raconter la blague de maman la plus drôle jamais entendue. Il ne croit pas du tout à ces histoires de Dieu. Pour lui, c'est celui qui a la force qui commande, et Rakrak est largement en infériorité numérique. Pourtant, la volonté de Rakrak ne vacille pas. Il prend position et montre clairement qu'il ne flanchera pas quand il a une confiance totale en son Dieu. Perdant patience, le chef en cuir bleu charge en avant sur sa bête, prêt à écraser Rakrak d'un seul coup. Rakrak prie pour que son Dieu lui accorde la force nécessaire pour vaincre l'ennemi devant lui. Alors que la bête s'approche, l'unique arme de Rakrak se brise complètement et le monstre balance à nouveau sa patte pour l'écraser. À ce moment précis, Nebula reçoit une notification système concernant le choc entre 2 civilisations. Puis une autre notification suit, reconnaissant officiellement ces hommes lézards comme la tribu de Nebula, puisqu'il les a étroitement encadrés et qu'ils ont vécu dans son domaine depuis un certain temps. Ce développement inattendu débloque une toute nouvelle compétence, un véritable bouleversement pour la bataille en cours. Lorsque Nebula l'active, nous revenons à Rakrak juste au moment où le coup est sur le point de frapper, mais juste avant l'impact, Nebula descend dans le corps de Rakrak. La patte de la bête s'abat, amusant le chef en cuir bleu qui croit que Rakrak a été écrasé, mais sa joie meurt instantanément lorsqu'il aperçoit Rakrak debout au loin, ayant esquivé l'attaque à la dernière seconde. Nebula est maintenant en lui accordant un énorme gain de puissance et une agilité que Rakrak n'avait jamais eu auparavant. Le chef attaque à nouveau, affirmant que cette fois, il ne manquera pas. Nebula active sa prescience et évalue les statistiques du gros lézard. Malgré son arrogance et son orgueil, les statistiques du chef sont douloureusement ordinaires, suffisamment faibles pour que Rakrak puisse s'en occuper même sans Nebula. Mais il y a un problème. La bête qu'il monte ne sera pas facile à gérer, surtout en combattant le chef en même temps. Cette bête est connue sous le nom de Manundrake. C'est exactement pourquoi Nebula possède Rakrak. La compétence accorde à Rakrak une nouvelle statistique connue sous le nom de divinité, représentée par la lettre D. Un seul dé équivaut à 200 points d'attribut. Comme Rakrak a 3 dés attachés à chaque attribut, chacun de ces attributs, y compris la force, passe de 30 à 630.
C'est ainsi que Rakrak fonce vers son ennemi à la vitesse de l'éclair et renverse littéralement le gigantesque Drake à main nue sans transpirer. Les spectateurs en restent bouche bée, les yeux écarquillés. Cette réaction est exactement ce que Nebula attendait. Même le chef bedonnant est incrédule, refusant d'accepter la réalité devant lui. Il suppose que cela doit être une sorte de tour. Après s'être extirpé de sous son Drake renversé, il se jette sur Rakrak avec un poignard visant sa poitrine. Mais Rakrak met fin au combat avec une gifle humiliante et dévastatrice en plein visage du salaud. La gifle est aussi écrasante que celle de ma mère, faisant instantanément fléchir les genoux du chef. Avec leur chef à terre, Rakrak défie les autres d'avancer, s'ils se sentent assez courageux. Comme Nebula l'avait prédit, tout le monde laisse tomber ses armes et se rend poliment à Rakrak. Une fois que c'est fini, Rakrak reprend le contrôle de son corps. Il nie complètement ce qui vient de se passer. La seule explication à laquelle il peut penser est que son dieu l'a possédé. Plus tard dans la journée, les hommes lézards nouvellement rejoints se rassemblent autour de l'autel et mangent enfin. Ils sont choqués lorsqu'ils réalisent que le groupe de Rakrak est composé des mêmes personnes qui ont disparu dans la nature il y a longtemps. La couleur de leurs écailles a changé en raison des conditions cruelles qu'ils ont affrontées. Les hommes lézards gris racontent fièrement leur périple, comment ils ont suivi le dieu scarabée sans nom qui les a guidés vers ce sanctuaire. Sinon, ils seraient morts, perdus dans la nature un par un. Les lézards bleus trouvent l'idée d'avoir un dieu bienveillant assez fascinante. Honnêtement, ils n'auraient cru à aucune de ces bêtises si Rakrak n'avait pas affiché cette force inhumaine, une force qui dépasse clairement la norme. Coupé à Rakrak et son ami Zael, l'ami est sérieusement inquiet de tout ce qui s'est passé avec la tribu de Cuir Bleu. À cause de cette nouvelle tribu rejoignant l'oasis, leur population a explosé, presque une augmentation de 600%. À ce rythme, il ne faudra pas longtemps avant que cet endroit ne manque de ressources, les remettant dans la même situation misérable qu'ils ont autrefois fui. Mais il semble que Rakrak sait déjà ce qu'ils sont censés faire. Ils quittent cet endroit. Bien sûr, Zael déteste cette idée. Ils ne peuvent pas simplement errer à nouveau dans la nature sans destination précise, mais Rakrak croit que leur dieu a déjà exprimé sa volonté. La réponse aux inquiétudes de Zael se trouve chez leur nouveau frère. Ils deviendront le catalyseur, et, grâce à l'unité, ils trouveront la voie à suivre. Le lendemain arrive. Certains des hommes lézards gris essaient de dompter la bête du chef décédé de cette tribu de Cuir Bleu. Au fait, l'un des grands hommes lézards s'appelle Yuri. Malgré tous leurs efforts, ils n'arrivent pas à dompter ce fou. À ce moment-là, Rakrak arrive, faisant transpirer ce Drake sous sa présence familière. La créature se souvient d'avoir été assommée d'un seul coup, un souvenir hantant qui fait frémir le pauvre gars et le fait reculer. Mais Rakrak est juste là pour nourrir ce grand type. Il offre à la créature quelques racines à déguster. Bien sûr, la créature hésite, mais finit par grignoter les racines, à la grande surprise de tout le monde. Après tout, ils avaient tout essayé pour apprivoiser ce type. Pourtant, en présence de Rakrak, le monstre passe instantanément en mode amical, se blottissant contre lui comme s'ils étaient amis depuis toujours. Rakrak lui offre alors plus de radis à manger. Puisque le dieu a choisi d'épargner cette créature, il doit y avoir quelque chose de significatif à son sujet, ou du moins, c'est ce que Rakrak croit. C'est exactement pourquoi il honore la volonté de son dieu en nourrissant et en prenant soin de cette créature. Après avoir tout fini, la créature cherche autour d'elle pour en avoir plus, mais Rakrak ne cédera pas au désir de Manon. Il doit apprendre à être patient. La créature hoche la tête en signe d'approbation et recule à contre-cœur, faisant exactement ce que son nouveau maître veut. Avec cela, Rakrak s'apprête à partir, disant à ses compagnons de l'informer si Manon cause une autre scène. On dirait que Yuri a appris quelque chose de cette situation, mais décide de l'exprimer plus tard. Nous passons ensuite à Rakrak interviewant un homme lézard bleu. Il s'avère que ce type bleu a les compétences pour fabriquer des armes. Ce sont les règles étranges et strictes de leur chef qui l'ont freiné. S'il avait eu les ressources appropriées, il aurait pu fabriquer des armes encore meilleures. Le problème actuel est la disponibilité du bois. Il a utilisé le bois restant comme combustible nécessaire à la fabrication des armes. Après avoir rassemblé tous les détails sur les armes et les matériaux, Rakrak congédie l'homme, promettant de le rencontrer demain avec une décision finale. Le prochain homme lézard à s'avancer est un vieil homme à qui il manque la main gauche. Il se présente comme un vagabond, quelqu'un qui erre de lieu en lieu à la recherche d'un foyer. Au cours de ses voyages, il a appris à identifier les chemins. Il y a des terres qu'il a découvertes avec suffisamment de ressources naturelles pour soutenir leur population actuelle. Bien qu'il ne soit pas sûr que ces terres soient encore inoccupées, il y a de bonnes chances que d'autres vagabonds ou tribus les aient déjà revendiquées. Rakrak n'est pas perturbé par cela. Si ses occupants sont hostiles, il prévoit de les vaincre et de prendre leurs terres. Le vagabond reconnaît la décision de Rakrak et est prêt à faire confiance à ce qu'il a prévu. Rakrak enchaîne avec une autre question, demandant s'il serait également prêt à faire confiance et à croire au même Dieu. Le vagabond répond en pointant le ciel. Il met sa foi dans les étoiles. La nuit, explique-t-il, si l'on apprend à comprendre les chemins des étoiles, on ne peut jamais se perdre. Rakrak promet de mettre sa foi dans les étoiles aussi si le vagabond parvient à prouver son point dans les prochains jours. Le vagabond passe ensuite un certain temps à familiariser Rakrak avec les cordes. Une fois qu'il a fini de transmettre ses connaissances sur l'observation des étoiles, il veut que Rakrak observe les étoiles à la même heure la nuit suivante. C'est alors que Yuri arrive pour rencontrer Rakrak. Il est clairement là avec quelque chose en tête.
Pendant un moment, Rakrak soupçonne que cela concerne Manun. Mais ce n'est pas le cas, bien que Yuri partage un détail intéressant. Manun peut sembler un peu mécontent de la nourriture, mais il est aussi docile qu'un chien si vous lui apportez ses repas à temps. La véritable raison de la visite de Yuri est qu'il a entendu des rumeurs selon lesquelles tout le monde partira bientôt d'ici, et pour cela, ils doivent préparer de la nourriture pour ne pas mourir de faim pendant le voyage. Aujourd'hui, Yuri a remarqué comment Rakrak a réussi à apprivoiser un Drake vorace comme s'il n'était rien de plus qu'un chien de compagnie. Cela lui a donné une idée. Il pourrait aussi essayer d'apprivoiser ses buffles et sécuriser leur approvisionnement alimentaire. Avec cette révélation, la tribu de Rakrak découvre une nouvelle compétence de survie, l'élevage. Vous voyez, tout au long de l'histoire, les humains ont suivi deux grandes stratégies de subsistance. La première est l'agriculture et la seconde est l'élevage. Si Nebula devait choisir entre les deux, il opterait pour l'agriculture car c'est plus facile à maintenir à long terme. L'histoire le prouve. Nos ancêtres et les premières civilisations se sont tous installés près des rivières. Cependant, l'espèce que Nebula gouverne n'est pas humaine. Les hommes lézards ont une forte constitution et une adaptabilité naturelle à l'environnement. Étant donné cela, les hommes lézards seraient bien meilleurs dans la production de bétail que dans l'agriculture. De plus, pour progresser, ils doivent apprendre à fabriquer et à utiliser des outils. Et pendant que nous parlons, cet homme lézard bleu avec des compétences en forge essaie de forger une arme en fer. Nebula est content qu'il puisse déjà produire des outils en fer primitifs. Bien que plus faible que le bronze, cela fonctionne pour l'instant. En fait, c'est un énorme bond en avant pour une tribu qui ne comptait auparavant que sur la pierre. Une autre chose qui a attiré l'attention de Nebula est le gars avec des connaissances en astronomie. Bien que l'astronomie des hommes lézards soit juste au niveau débutant, Nebula espère que l'observateur des étoiles élargira encore ses connaissances. Plus tard dans la nuit, Rakrak regarde le ciel, réalisant avec plaisir que l'observateur des étoiles avait raison. Les étoiles sont vraiment une boussole céleste. Il comprend enfin l'importance de l'astronomie et comment elle peut guider leur avenir. Un peu plus tard, tout le monde se rassemble autour de l'autel, où Rakrak annonce la triste nouvelle. Il commence par leur rappeler combien de temps s'est écoulé depuis que le Bienveillant les a amenés sur cette terre. Non seulement cela, mais le Tout-Puissant les a également réunis avec leurs autres frères. Le Bienveillant a choisi de sauver leurs frères au lieu de les laisser errer dans le désert et mourir. Le Dieu savait qu'il y avait de la force dans l'unité, sinon il ne les aurait pas acceptés dans son sanctuaire. Cependant, Rakrak pense qu'il est enfin temps qu'ils quittent cet endroit et étendent leur influence. Il appelle Stargazer et le présente au public, un gars qui a beaucoup aidé Rakrak à comprendre le mouvement des étoiles. De plus, Rakrak a déjà confirmé que les connaissances qu'il possède ne sont pas une imposture. C'est exactement pourquoi lui, le chef de cette tribu d'hommes lézards, accorde à Stargazer le titre de guide de leur tribu. À partir de maintenant, il devrait être de notoriété publique que Stargazer sera leur seul guide, celui responsable de mener tout le monde vers leur nouveau foyer. Maintenant, Rakrak veut que Stargazer annonce aux masses où ils se dirigeront ensuite. Le sage lézard lève le doigt et pointe dans une certaine direction. Lorsque le soleil du matin après l'aube se lèvera, ils commenceront leur voyage vers le sud. Le voyage durera 10 jours complets. En chemin, ils rencontreront un lac pourri, et après avoir marché 3 jours de plus, ils traverseront des montagnes et des vallées désolées. S'ils suivent les directions comme Stargazer le prévoit, il promet de les mener à une forêt sans fin. Cet endroit est rempli de bêtes sauvages et habité par de nombreuses espèces différentes. En résumé, cette forêt est le meilleur endroit pour que leur population actuelle prospère. Une fois le discours de Stargazer terminé, Rakrak renvoie respectueusement le voyageur avant de reprendre l'attention de tout le monde. Debout sur l'autel, il crie à Yuri, lui demandant pourquoi il est nécessaire d'éviter de tuer tous les buffles qu'il chasse. Même si Yuri est un grand gaillard, il a clairement le trac et bégaye en parlant. Il affirme qu'en préservant leur prise et en la gardant en vie, ils peuvent l'utiliser lorsqu'ils sont vraiment affamés. Rakrak, bien sûr, loue publiquement Yuri pour sa pensée positive, le fait qu'il ait réprimé ses envies et, au lieu de manger le buffle immédiatement, ait pensé à leur avenir. Pour soutenir davantage l'idée, Rakrak récompense Yuri avec une arme en fer. Tout le monde est choqué de voir une arme en fer, et Rakrak ne s'arrête pas avec Yuri. Il récompense également ceux qui ont résisté à leurs appétits et ont préservé leur chasse pour une utilisation ultérieure. En voyant ceux qui sont récompensés, les autres hommes lézards commencent à convoiter de telles armes pour eux-mêmes. Eh bien, on dirait que la stratégie de Rakrak fonctionne. Ce simple geste encourage les autres à conserver la nourriture pour un meilleur usage plutôt que de céder à leurs papilles gustatives et instincts. À ce moment-là, Rakrak attrape un des crânes de buffle et le baisse sur son visage comme un masque de guerre sacré. Il appelle les guerriers à s'avancer. Yuri répond le premier à l'appel et Rakrak lui accorde un crâne à lui. Ceux qui portent les crânes sur leur tête sont consacrés comme les guerriers squelettes, des combattants jurés de rester aux côtés de Rakrak et de graver la volonté de leur dieu dans le monde. Ils ne peuvent pas rester plus longtemps sur ce sol sacré. Leur dieu exige du mouvement, exige l'obéissance. Ils doivent partir immédiatement et chercher le prochain sanctuaire qui les attend. Alors que les premières fissures du crépuscule fendent le ciel, Rakrak invoque le nom de leur dieu, le dieu scarabée sans nom, commandant à chaque guerrier de graver ce nom dans leur âme. La route à venir sera impitoyable, les épreuves sans fin, mais ils doivent endurer tout comme ils ont résisté à la tentation de dévorer les buffles d'eau. Leur souffrance est leur offrande, leur détermination est leur adoration. Avec leurs lances de fer levées haut, tous jurent d'avancer. Rakrak se tient sous le crépuscule d'un nouveau jour, un nouveau voyage, un nouveau commencement.
Il implore son Dieu de lui pardonner d'avoir parlé si hardiment, d'avoir utilisé son nom pour motiver les autres, d'avoir utilisé le prétexte de la volonté divine pour unifier tout le monde. Le Dieu en question observe tout se dérouler, et il n'est même pas légèrement inquiet des actions de Rakrak. En fait, il est fier d'avoir Rakrak comme grand prêtre. Après tout, Rakrak a vraiment un impact positif sur les gens qu'il dirige, non seulement en boostant le moral, mais aussi en accélérant leur croissance. Yuri en est un parfait exemple, ayant progressé en conséquence. Même Rakrak a amélioré ses statistiques spéciales. Les résultats produits par le grand prêtre n'ont jamais déçu Nebula, mais le vrai jeu commence maintenant. Les véritables épreuves pour Rakrak sont à venir. Sous la chaleur accablante, toute la légion des hommes lézards avance péniblement à travers la nature sauvage. La chaleur est si insupportable que Manan s'effondre même. À ce moment-là, Rakrak décide de faire une courte pause. Alors qu'ils se reposent, cela leur donne le temps de réfléchir à leur situation actuelle. Ils commencent à douter s'ils atteindront même l'endroit qu'ils espèrent après avoir survécu à ce désert éprouvant. Même Rakrak veut savoir ce qui se passe puisqu'il marche déjà depuis 3 jours. Tout le groupe est épuisé, et pour aggraver les choses, ils sont dangereusement à court de ressources, et compter sur un autre miracle de leur dieu est la dernière chose que Rakrak souhaite. À ce moment-là, Yuri arrive en courant avec des nouvelles alarmantes. Ils ont aperçu une autre espèce au loin. Ce sont des orques, totalement excités et prêts à piller les hommes lézards qu'ils ont repérés. Mais une fois qu'ils approchent de la légion entière, les quelques orques sont stupéfaits, la sueur coulant sur leur visage. Juste au moment où les guerriers squelettes se préparent à fracasser des têtes, les orques rusés lâchent leurs armes en pierre et se rendent immédiatement. Avant d'engager le dialogue, les hommes lézards offrent aux gars verts de quoi festoyer. Les orques expriment d'abord leur gratitude, puis commencent à expliquer leur situation. La raison pour laquelle ils errent dans la nature est que leur maison a été envahie par un monstre. Ils vivaient dans les collines. Ce n'était pas le paradis, mais il y avait suffisamment de ressources pour survivre. Mais depuis qu'un certain monstre a pris le contrôle, ils n'ont eu d'autre choix que de fuir. La mention d'un monstre éveille la curiosité de Nebula, alors il explore rapidement la zone pour découvrir un mille-pattes massif gardant une sorte de structure carrée reposant sur son dos. Il s'avère que cette créature est connue sous le nom d'abomination, et il existe de nombreux types d'abominations. Celle-ci en particulier s'appelle l'ancien coléoptère. Le pire, cette créature a triple D dans chaque attribut, ajoutant 600 points supplémentaires à chacun. Voici un peu plus d'informations sur ces abominations. Dans l'histoire du jeu Perished World, il existe des créatures qui auraient été créées par les anciens dieux maintenant morts. Après la disparition des dieux, ces créatures ont été laissées à errer sur la planète sans personne pour les guider. Maintenant, ces êtres sont connus comme des abominations. Leur trait unique, ils possèdent des crocs venimeux. Pour faire court, ce n'est pas quelque chose avec lequel Nebula devrait s'en mêler, surtout compte tenu de la force actuelle de sa civilisation. Alors que la créature se tord et se débat, tout le sol tremble, provoquant l'angoisse parmi les hommes lézards. Cependant, l'orque vert les rassure calmement en leur disant que la créature est actuellement endormie, juste en train de marcher en dormant. Pendant qu'ils ont encore du temps, Rakrak commence à peser ses options. Selon le vagabond, s'ils retournent dans la nature et suivent la chaîne de montagnes, cela ajoutera 8 jours supplémentaires à leur voyage. Gaspiller 8 jours de provisions juste pour faire un détour fait hésiter Rakrak, mais affronter cette monstruosité de front semble également impossible, surtout quand son peuple est terrifié. Rakrak reste suspendu dans l'air, pris dans un dilemme. Pendant ce temps, Zael remarque les hautes falaises et les énormes rochers reposant au bord. Vous pouvez déjà deviner ce qu'elle pense. C'est exactement pourquoi elle suggère de se battre plutôt que de prendre le long chemin. Quand Zael dit « combat », elle sait ce qu'elle dit. Après tout, ses statistiques intellectuelles sont bien plus élevées que celles du lézard moyen ici. Elle a déjà compris comment utiliser le paysage à leur avantage, mais pour que son plan réussisse, ils doivent trouver un moyen efficace de faire tomber les rochers des falaises avec un minimum d'effort. Elle se souvient comment le forgeron utilisait autrefois un dispositif, un soufflet, pour pousser plus d'oxygène dans le brasier pour des flammes plus fortes. De même, ils doivent trouver une méthode pour pousser ces énormes rochers efficacement. Après réflexion, ils parviennent à concevoir un mécanisme de levier pour faire tomber les rochers de la falaise. Avec un effort combiné, ils réussissent enfin à déplacer les rochers en position. Nebula félicite sa civilisation pour avoir trouvé une méthode aussi simple mais efficace pour faire face à une monstruosité comme ce mille-pattes. Pourtant, pour assurer la victoire, ils doivent faire tomber tous les rochers en même temps. Finalement, il pousse le premier et il dévale la falaise à une vitesse mortelle. Le mille-pattes le remarque bien trop tard. Le premier rocher atteint sa cible, s'écrasant sur le monstre, mais cela ne fait presque rien. Ils ont seulement réussi à ébrécher son crâne, ce qui ne fait qu'enrager la bête. Le monstre commence à grimper, se précipitant vers les hommes lézards pour anéantir ceux qui ont lancé les rochers. L'autre groupe de soldats squelettes reçoit l'ordre de lâcher leur prochain rocher, mais ils ont du mal. C'est déjà trop tard. Nebula n'a pas d'autre choix que d'intervenir lui-même. Il descend dans le corps de Rakrak et pousse le rocher avec sa propre force. Avec le deuxième rocher en route, Zael les presse de lâcher le troisième, mais il n'y a pas le temps de réinstaller le levier. Alors le lézard Giga-Chad, Rakrak, y va à fond tout seul, poussant la pierre massive avec sa force brute. Avec ses muscles saillants et ses veines gonflées, il le pousse du haut de la falaise. Pourtant, Nebula sait que même cela pourrait ne pas suffire. C'est alors que Rakrak attrape sa lance et saute de la falaise. Il lance la lance vers le bas comme une foutue météorite, frappant le mille-pattes à un endroit critique. Le monstre hurle de douleur, et à ce moment-là, le rocher en chute libre entre en scène, s'écrasant directement sur son crâne.
Puis le dernier rocher s'écrase sur son visage, l'écrasant complètement. Rakrak atterrit de nouveau sur le sol ferme, regardant le monstre tomber. De retour sur son trône, Nebula expire enfin de soulagement. Le système annonce la soumission réussie d'une abomination. Cet exploit augmente la foi de Nebula. En plus de cela, le système le récompense également avec quelque chose de nouveau, l'essence d'abomination, quelque chose que Nebula désirait depuis longtemps. Comme vous le savez, Nebula peut créer des ressources spécifiques à sa civilisation en dépensant des points de foi, mais pour créer quelque chose qui n'existe pas du tout dans le monde, il a besoin de matériaux spéciaux. C'est là que l'essence d'abomination brille. Avec elle, Nebula peut créer des bêtes sacrées. Les bêtes sacrées existent uniquement pour répandre la volonté de leur dieu à travers le monde. Elles ont aussi la possibilité d'augmenter leurs statistiques et les élever à des niveaux supérieurs, leur accordent de nouvelles classes comme apôtres ou incarnations. Pour l'instant, Nebula a hâte de voir quel type de bêtes sacrées il pourra créer. Revenons aux hommes lézards. Il refuse de laisser le cadavre du monstre se perdre. Il prévoit de l'utiliser pour se nourrir, mais l'odeur est absolument nauséabonde. Zaol essaie de prendre une bouchée et se rend compte que ça a le goût de véritable ordure. Pour sauver le goût, il décide d'ajouter d'autres choses pour le rendre au moins comestible, même si ce n'est pas une cuisine 5 étoiles. Zaol suggère d'ajouter des plantes savoureuses et de le rôtir sur un feu. De cette façon, ils n'auront pas à supporter l'odeur pourrie de la créature. Ils suivent son idée, et quand Rakrak prend une bouchée, il est choqué. Ce n'est en fait plus si mauvais. Zaol explique la technique connue sous le nom de cuisine. Elle a ajouté de l'herbe parfumée et a rôti la viande sur le feu. Voyant à quel point cette nouvelle technique est impressionnante, Rakrak insiste pour apprendre cette compétence lui-même. Alors qu'il continue de manger, Zaol mentionne que le chef orc a un héritier. Cela suscite une idée. Rakrak devrait probablement trouver une compagne aussi. Le cerveau de Bro se bloque instantanément. Zaol reste complètement sérieuse, soulignant qu'ils vieillissent. Il est naturel qu'ils aient besoin de la prochaine génération. Alors que Rakrak plonge dans une profonde contemplation, Zaol exprime sa volonté d'être sa compagne. Juste au moment où il s'apprête à répondre, quelque chose de brillant derrière elle attire son attention. C'est une sorte d'artefact ancien. Il était auparavant attaché à la structure sur le dos du monstre. Yuri, le clown, essaie de le manger pour se rendre compte immédiatement que ce n'est pas comestible. Le vagabond révèle que ce truc est en métal. Spécifiquement, cela s'appelle de l'or. Zaol affirme également avoir déjà vu un métal similaire. Le forgeron lui avait montré divers métaux. S'il le place bien, il reflète la lumière et brille magnifiquement. De plus, il ne change pas de couleur et ne se décompose pas avec le temps. Chez les humains, ce métal a beaucoup de valeur. Mais pour quelqu'un comme Yuri, ce morceau de métal semble juste être un fardeau, lourd à porter et non comestible. En parlant de cela, le vagabond suggère à Yuri d'aller chasser les cerfs qui vivent par ici. Ce sont des bêtes à sabots avec des cornes et leur viande est douce et délicieuse. D'après ce que les orques leur ont dit, il est censé y avoir un troupeau quelque part à proximité. Yuri se redresse et sort pendant que Rakrak est encore perdu dans ses pensées concernant ce métal. Le crépuscule tombe un peu plus tard et au lieu de se délecter du cerf chassé reposant devant lui, Rakrak est toujours perdu dans ses pensées. Si l'or ne se décompose pas, alors quel but avaient les créateurs de la tablette en fabriquant quelque chose que le temps ne pouvait pas user? Cela le rend encore plus curieux de savoir ce que la tablette est censée transmettre. Zaol revient avec la nouvelle que tout le salon est prêt à se reposer pour la nuit. Rakrak est surpris qu'elle l'ait trouvé même s'il n'a dit à personne où il se trouvait. Eh bien, elle l'a repéré à cause des vêtements en fourrure qu'il porte. Il s'avère que c'est elle qui a suggéré qu'il les porte. Parfait pour quelqu'un censé jouer le rôle de chef. La nuit tombe et le cerf chassé devant Rakrak commence à se décomposer. Pourtant il est toujours assis là, essayant de comprendre le but de cette tablette. Soudain, il remarque que les lucioles laissent des traînées de lumière en essayant de former des symboles. Au début, Rakrak est étonné de voir de telles illusions bizarres, mais qu'elles soient des illusions ou réelles n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que les mouvements des lucioles ressemblent aux marques sur la tablette. Il semble que Rakrak ait enfin atteint l'illumination qu'il cherchait. Cette tablette était censée représenter quelque chose de intemporel, quelque chose qui ne pourrait jamais se décomposer ou être effacé par le temps, et il a enfin compris ce que c'est. Il travaille toute la nuit à déchiffrer les marques, et l'aube commence à poindre. Il va directement chez Zaol et la réveille, voulant lui montrer ce qu'il a découvert. Laisse-moi te gâcher la surprise. Bro a appris le concept de l'écriture. Il dessine un symbole avec une brindille représentant un homme lézard. Puis il dessine un autre symbole à côté pour représenter une femme lézard. Après cela, il dessine un signe égal entre les deux symboles. Ensemble, les symboles montrent que le mâle et la femelle sont compagnons l'un de l'autre. Et tenez-vous bien, Rakrak n'a pas dessiné cela de nulle part. Il utilise en fait les symboles pour lui dire qu'il accepte sa proposition et la considère comme sa compagne et partenaire. À ce stade, Zaol a aussi suffisamment appris la langue. Elle dessine un cercle autour des symboles et espère que Rakrak comprend ce que cela signifie. Eh bien, il semble que le chef sache exactement ce que cela implique. Et nous aussi. C'est ainsi que la civilisation de Nebula a découvert le concept de l'écriture. C'est honnêtement un exploit dont on peut être fier, bien qu'il faille au moins quelques générations pour qu'il évolue en une langue moderne. Quoi qu'il en soit, maintenant que Rakrak a choisi sa compagne, il est temps pour la cérémonie de mariage. Pour cela, le mâle et la femelle doivent sortir et chasser le plus gros animal qu'ils peuvent trouver et le présenter à leur partenaire, et il semble que Zaol ait déjà surpassé Rakrak avec sa prise. Quoi qu'il en soit, Nebula est juste soulagée de pouvoir maintenant espérer une succession. Nous revenons ensuite au cadavre de la créature qui avait déjà été minutieusement
complètement disséqué. Actuellement, Rakrak dialogue avec le chef orc. Le gars orc fond littéralement en larmes lorsque Rakrak lui annonce la bonne nouvelle que les hommes lézards n'occuperont pas l'endroit, ce qui signifie que tous les gars verts peuvent continuer à vivre comme avant. Le gars vert remercie sincèrement Rakrak. Non seulement il a tué cette créature, mais il a aussi été assez bienveillant pour leur épargner leur terre. Le chef orc, extrêmement reconnaissant, présente alors son fils et le désigne comme leur guide puisqu'il connaît la région comme sa poche. Selon les orcs, la terre devant eux abrite de nombreuses grandes bêtes et des tribus bien plus grandes vivant beaucoup plus près les unes des autres. Pourtant, ils sont confiants qu'un leader comme Rakrak surmontera facilement tout obstacle sur son chemin. Alors que Rakrak et son équipe explorent cette forêt dense, ils repèrent des empreintes inhabituelles dans la région. Une fois que le vagabond y regarde de plus près, il les reconnaît comme des empreintes d'hommes grenouilles, des créatures capables de marcher sur deux jambes. Il y a des hommes grenouilles avec de bonnes intentions, mais pas souvent. Le fait que ces créatures aient exploré cette zone prouve seulement qu'elles ont une certaine expérience pratique de la reconnaissance militaire. À en juger par le nombre total d'empreintes, au moins 5 hommes grenouilles ont exploré l'endroit, ce qui signifie que leur tribu pourrait être bien plus nombreuse que celle des hommes lézards. Après avoir exploré, ils retournent à leur camp et il fait déjà nuit. La plupart des hommes lézards reçoivent l'ordre de surveiller différentes zones. C'est le seul moyen de créer l'illusion qu'ils sont plus nombreux qu'ils ne le sont réellement. Zael suggère également d'augmenter le nombre d'hommes lézards en patrouille et en surveillance. Quelques jours passent, et il semble que leur stratégie ait fonctionné. Ils n'ont rencontré aucun homme grenouille pendant leur séjour. Pendant ces quelques jours, la tribu de Rakrak a travaillé dur sur leur durabilité. Ils ont mis l'accent sur l'élevage de bétail, et l'intégrité structurelle des maisons qu'ils construisaient s'est également améliorée de manière exceptionnelle. Parmi toutes ces petites réalisations, celle qui a le plus impressionné Nebula est la rapidité avec laquelle les hommes lézards se sont adaptés au concept de caractère. En utilisant les cartes primitives qu'ils ont créées et la nouvelle combinaison de caractères associés à leurs signes de chasse existants, la tribu a rapidement adopté le concept de symbole écrit. En plus de cela, Rakrak s'est également assuré que les membres de sa tribu enregistraient leurs récoltes quotidiennement. Ce registre public a créé un sentiment de compétitivité parmi les hommes lézards qui voulaient surpasser leur père. Quant à Nebula, son essaim de criquets croît régulièrement au centre du continent et les insectes du nid au sud augmentent également en nombre. Grâce à cela, son petit domaine sur les insectes a atteint le niveau 4. Juste pour contexte, Nebula avait auparavant 3 essaims d'insectes et il les utilise pour manipuler divers facteurs environnementaux. Nebula est très fier des progrès qu'il a réalisés jusqu'à présent. Dans des circonstances normales, aucun joueur n'oserait même pousser autant de progrès en si peu de temps. C'est grâce à l'avantage du terrain que Nebula avait. L'endroit d'où il a commencé était une région isolée à l'est, donc il n'a pas rencontré d'autres joueurs ou d'espèces majeures lors de ses premières luttes. Cependant, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a bien plus à venir, avec des dangers que personne ne pourrait même comprendre pour l'instant. Revenons à Rakrak. Yuri se précipite soudainement avec des nouvelles préoccupantes qui nécessitent une attention immédiate. Les hommes grenouilles sont là. Un peu plus tard, nous rencontrons enfin les grenouilles pour le dialogue. De notre côté, notre haut échelon est également présent pour accueillir ces invités non invités. Immédiatement, la première chose qui attire l'attention de Rakrak est la présence d'un homme lézard parmi les hommes grenouilles, ce qui n'a aucun sens pour lui. Quoi qu'il en soit, le haut responsable des hommes grenouilles se présente comme Shunen, fils du grand chef Aloy. Tout d'abord, il clarifie ses intentions. Ils n'ont aucun désir de s'engager dans un combat. Rakrak est surpris par les manières de Shunen. Respectueusement, il se présente également, Rakrak, le chef de sa tribu. Le sentiment est réciproque. Il souhaite également ne pointer son arme sur personne. Les formalités étant terminées, le Frogman s'avance et révèle l'objet de leur rencontre. Il s'avère qu'il est là pour informer les hommes lézards qu'ils ont envahi le territoire des Frogmen. Bien sûr, Rakrak s'y oppose. Comment toute cette terre pourrait-elle appartenir uniquement à la tribu des hommes grenouilles, sans parler du fait qu'il n'y a aucun marquage de frontière indiquant le territoire des hommes grenouilles? Cela dit, Rakrak n'a aucune intention d'envahir la souveraineté d'une autre tribu, et il s'en excuse. Cependant, il informe poliment les Shunen qu'ils resteront ici un moment, puisqu'ils n'ont nulle part où aller. Rakrak prend ensuite le contrôle de la situation en flattant le fils du chef Aloy. Quelques mots gentils et Shunen cède volontiers à la position de Rakrak. Puis, il y a les deux grands types debout derrière Shunen, silencieux et sans expression. Cela signifie qu'ils sont là uniquement pour s'assurer que Shunen ne fait rien de stupide. Mais quant à cet homme lézard debout avec les hommes grenouilles, Rakrak ne parvient toujours pas à comprendre son rôle. Il est sûr qu'il l'apprendra bientôt. Pour cela, il invite sincèrement le fils estimé du chef Aloy à un festin. Après tout, deux tribus viennent de parvenir à de bons termes sans conflit, ce qui est plus qu'une raison suffisante pour organiser une fête. Shunen est sur le point d'accepter l'invitation mais bafouille rapidement ses mots lorsque le grand gars derrière lui murmure à l'oreille. Il décline poliment, en expliquant qu'ils n'ont pas encore établi une relation basée sur la confiance. Rakrak continue d'insister, affirmant que renvoyer un bienfaiteur sans répondre avec gentillesse va à l'encontre du code de conduite des hommes lézards. Au minimum, il veut que Shunen partage un repas ici s'il est mal à l'aise d'entrer dans le village. Lorsque le grand gars derrière Shunen hoche la tête en signe d'approbation, le fils du chef accepte.
C'est ainsi que Rakrak finit par partager de la viande grillée avec le fils du chef. C'est une occasion parfaite pour lui d'en apprendre davantage sur la relation entre les hommes grenouilles et l'homme lézard qui les accompagne. Cependant, Rakrak se retient de poser directement des questions aussi cruciales, car cela pourrait révéler à quel point il est curieux. Alors il décide de diriger la conversation lentement. D'abord, il pose une question au hasard. Que symbolisent des plumes autour du cou de Shunen? Il s'avère que ce sont des plumes de Basilic. Bien sûr, Rakrak n'a aucune idée de quel type de créature il s'agit. Shunin ne se rend pas compte qu'il est manipulé et commence à énumérer des détails. Ces oiseaux sont des créatures dangereuses vivant dans les forêts voisines. En apparence, ils marchent sur deux pattes et sont de taille massive. Outre leur taille imposante, ce qui les rend dangereux, c'est qu'ils sont venimeux. Ils ont aussi des réflexes rapides. C'est pourquoi la tribu des hommes grenouilles envoie souvent des éclaireurs jusqu'ici pour s'assurer qu'aucun cocatrice n'est assez proche pour représenter une menace. Comme ces oiseaux semblent être un véritable casse-tête à chasser, Rakrak veut savoir quel type d'armes les hommes grenouilles utilisent réellement. Peut-être des javelots, mais pour Shunin, les javelots sont inférieurs et inutiles. Il appelle son compagnon lézard blanc pâle et lui ordonne d'aller chercher un arc et des flèches, un type d'arme dont Rakrak n'a jamais entendu parler auparavant. Un peu plus tard, le lézard blanc pâle apporte l'arme que Shunin a demandé. Ensuite, il doit installer une planche en bois contre un arbre comme cible. Une fois cela fait, Shunin tire sa première flèche et elle atteint parfaitement la cible. Rakrak félicite à la fois l'arme et son utilisateur pour une telle précision impressionnante. Shunin affirme qu'il ne veut pas se vanter, mais il prétend être l'un des meilleurs archers de sa tribu. Ils apprennent à manier cette arme depuis l'enfance. Bon sang, ce type vert est littéralement affamé de validation. Il est flatté à chaque fois que Rakrak le félicite. Ensuite, lorsque notre chef exprime son désir d'essayer l'arme, les hommes grenouilles la lui remettent avec joie. Rakrak la manipule un moment, essayant de comprendre la bonne façon de la tenir et de l'utiliser. En le faisant, il peut clairement dire que cette arme est bien supérieure au javelot. Il est facile de transporter beaucoup de flèches, et sa vitesse ainsi que sa précision sont folles. Rakrak tente plusieurs tirs, mais aucun n'atteint la cible. Shunin ordonne alors à son compagnon homme lézard, qui s'appelle Owen d'ailleurs, d'aller chercher les flèches. Alors qu'Owen se précipite pour les récupérer, Rakrak insiste pour les ramasser lui-même, puisqu'il est celui qui les a tirés. Bien sûr, c'est juste un prétexte pour se rapprocher d'Owen, hors de portée d'écoute. Alors que Rakrak s'accroupit près d'Owen, la première chose qu'il remarque est à quel point ce gars a l'air secoué. Lorsque le chef interroge ce jeune homme lézard sur la raison pour laquelle il traîne avec des hommes grenouilles, Owen répond hésitant. Il affirme que les tribus des hommes lézards et des hommes grenouilles vivent en réalité ensemble. Et pourquoi sont-ils ensemble ? Eh bien, selon lui, les deux tribus bénéficient de cet arrangement. Bien sûr, cela semble totalement incroyable à Rakrak, mais Owen insiste joyeusement sur le fait que les deux tribus vivent en harmonie. Naturellement, Rakrak est curieux de savoir comment fonctionne cette relation symbiotique. Selon Owen, les hommes grenouilles assurent la protection tandis que les hommes lézards s'occupent des tâches ménagères. De plus, les hommes grenouilles peuvent plonger profondément et explorer les zones sous-marines, tandis que les hommes lézards sont meilleurs pour cueillir des fruits et grimper aux arbres. Ils échangent essentiellement des ressources que l'autre tribu ne peut pas obtenir elle-même, rendant la vie plus facile pour les deux groupes. Cependant, Rakrak pense que les hommes lézards n'ont besoin de la protection de personne, puisqu'ils sont tout à fait capables de se défendre eux-mêmes. Mais Owen rappelle au chef à quel point cette forêt est vraiment dangereuse. Seule la tribu d'Aloï, supposément la plus grande tribu de la forêt, peut y faire face. La situation des hommes lézards était si misérable que même la survie de base n'était pas garantie sans l'aide des hommes grenouilles. Pour l'instant, Rakrak décide d'arrêter de le questionner puisqu'il a déjà obtenu les réponses qu'il voulait. Il ordonne sévèrement à Owen d'agir comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Un peu plus tard, les hommes lézards préparent des côtes de cerf à la vapeur pour leur invité de marque, Shunin. Dès qu'il prend la première bouchée, son visage s'illumine comme un enfant dans un magasin de bonbons. Il a déjà mangé du cerf, mais jamais assaisonné avec des herbes. Le gars est complètement convaincu. Et pour enfoncer le clou, Rakrak le tente encore plus en mentionnant de la viande de bœuf. Naturellement, Shunin se redresse à nouveau. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'ils peuvent manger du bœuf. Cela fait des lustres qu'il n'en a pas mangé. Et même à l'époque, c'était un morceau rassis qu'il avait. Mais maintenant, il peut avoir de la viande de buffle tendre et fraîche s'il rejoint Rakrak au camp, car ils en ont un là-bas. Mais ensuite, son grand copain musclé commence à lancer des regards mortels, laissant le pauvre Shunin sans autre choix que de refuser sous cette pression intense. Rakrak, tout aussi impertinent, essaie d'accentuer encore plus le faux mot de Shunin. Shunin insiste sur le fait qu'il visitera le camp, mais seulement après avoir construit plus de confiance dans leur relation. Heureusement, les membres de la tribu d'Aloai ne sont pas hostiles envers les hommes lézards, et Owen et les autres hommes lézards vivant avec les hommes grenouilles en sont la preuve vivante. Shunin appelle Owen et lui demande d'expliquer à Rakrak comment leur tribu s'entraide depuis qu'elles ont commencé à vivre ensemble. Bien sûr, Owen commence à réciter le discours qu'il a manifestement appris de ses maîtres et Rakrak voit clair dans son jeu. Il peut dire que chaque mot qui sort de la bouche d'Owen est répété, préparé pour ce moment précis.
Avec le crépuscule commençant à projeter sa teinte jaune, Shunin décide de partir. Il a vraiment apprécié la compagnie et est sincèrement reconnaissant. Lorsque Rakrak insiste pour qu'il visite leur village la prochaine fois, Shunin décline poliment comme prévu. Les représentants des deux tribus se saluent de la main avant de se séparer. C'est alors que nous remarquons que Shunin devient extrêmement dur avec Owen, un détail que les yeux de Rakrak ne manquent pas. Il peut dire que ces hommes lézards ne sont pas du tout en bon terme avec les hommes grenouilles. Une fois que Shunin retourne à son village, lui et ses hommes commencent à tabasser Owen. Il s'avère que Shunin a réalisé qu'Owen avait parlé au chef des hommes lézards plus tôt et exige qu'il révèle tout ce dont ils ont parlé. Le pauvre homme lézard bafouille en essayant de mentir, prétendant qu'il a seulement guidé le chef sur comment devenir un meilleur archer. Eh bien, cette excuse pathétique lui vaut encore plus de coups parce qu'il ne sait même pas tirer une flèche lui-même. Alors comment diable pouvait-il enseigner cela au chef? Mais Owen insiste, affirmant que s'il avait dit la vérité au chef, ce type serait devenu méfiant. C'est pourquoi Owen a exigé une sorte de paiement si le chef voulait des leçons de tir. En réponse, le chef a dit qu'il ne possédait rien de précieux pour payer. Finalement, Shunin croit à l'histoire et commence même à tenir Owen en haute estime pour ses compétences impressionnantes en négociation. Comme Owen a fait un excellent travail, Shunin promet d'épargner sa progéniture qui devait être sacrifiée aujourd'hui. Vous voyez, ces salauds ont un tas d'hommes lézards captifs, tous destinés à être sacrifiés. C'est exactement pourquoi Owen est prêt à obéir à chaque ordre que Shunin donne. Il est prêt à tromper Rakrak et sa tribu avec tout ce qu'il a. Plus tard dans la nuit, Owen s'assoit au bord de l'étang, réfléchissant aux terribles décisions qui l'ont mené ici. Il regrette de ne pas avoir vu plus tôt la véritable nature de ces hommes grenouilles. Ils les ont attirés en prétendant être bienveillants. À présent, la majorité des hommes lézards qui vivaient ici ont déjà été sacrifiés. Les 200 restants n'osent pas se révolter contre 1500 hommes grenouilles. Non seulement les hommes grenouilles sont plus nombreux, mais ils ont aussi une créature supposément divine qu'ils appellent un dieu, un monstre terrifiant à 2 têtes capable de dévorer n'importe quoi d'un seul coup. Cet être est la seule chose qui règne sur les hommes grenouilles. Et par extension, il règne sur les hommes lézards. Owen est certain que le chef homme lézard à écailles noires qu'il a rencontré est en effet un individu puissant, mais même ainsi, sa tribu ne compte qu'environ 600 membres et ne peut manier aucune arme. Alors Owen prévoit de les attirer ici et de les sacrifier en premier. De cette façon, son propre peuple gagne un peu plus de temps pour vivre. Il fera tout pour prolonger la vie de son fils, même si cela signifie attirer l'autre tribu dans ce piège. Le lendemain arrive et Yuri est ici à exhiber ce buffle d'eau, rendant Shunin complètement fou. Rakrak ne perd pas un instant pour s'en vanter non plus. Maintenant que Shunin a vu le buffle de ses propres yeux, Rakrak veut l'échanger contre l'arme appelée un arc. C'est alors qu'Owen intervient, insistant sur le fait qu'il devrait visiter les villages de l'un et de l'autre avant que tout échange important n'ait lieu. Il est juste qu'ils fassent connaissance d'abord. En fait, Owen promet d'offrir l'arc ensuite en signe de bonne volonté. Beaucoup de jours passent ainsi. Rakrak et Zal testent l'arc qu'ils ont reproduit eux-mêmes, mais pour une raison quelconque, leur prototype n'arrive pas à tirer la flèche loin. Rakrak est convaincu que c'est la corde de l'arc, mais ils n'ont toujours pas déterminé quel tendon de créature devrait être utilisé. Nous apprenons ensuite que la prochaine rencontre avec les hommes grenouilles sera la 5e, et qu'elle approche à grands pas. Ces gars-là sont extrêmement désireux d'en savoir plus sur leur tribu. Bien que leur curiosité semble suspecte à Rakrak, il est certain qu'ils cachent quelque chose de vicieux sous le prétexte de l'amitié. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à mettre le doigt sur ce qu'ils complotent. Je suppose qu'il est enfin temps de mettre Owen à contribution. Cela aidera également Owen à prouver sa valeur et sa loyauté. Nous revenons aux hommes grenouilles. Ils sont occupés à étrangler ce pauvre gars encore une fois. Ils sont frustrés de ne pas avoir progressé pour se rapprocher de la tribu, même s'ils ont suivi les conseils d'Owen. Owen admet que le chef à écailles noires est bien plus rusé et prudent qu'il ne l'avait prévu. Mais quoi qu'il en soit, Shunin veut qu'Owen accélère les choses. Le chef Aloli leur a donné un délai pour apporter les sacrifices et ils ne peuvent pas se permettre de le manquer. Owen insiste pour savoir pourquoi le délai est si strict. Dans son esprit, il est certain que ces gars cachent quelque chose de crucial, quelque chose qu'il doit savoir. Alors il interroge Shunin à ce sujet. Shunin explique que son père et les anciens tombent de plus en plus malades, donc retarder le rituel sacrificiel n'est pas une option. Une maladie se propage, provoquant des démangeaisons extrêmes, et les symptômes ne font qu'empirer. Bien que Shunin admette qu'aucun homme lézard ne devrait être au courant de cela, il considère Owen comme une exception. Il souligne à quel point la maladie est dangereuse. Si un homme grenouille est atteint, sa peau non seulement démange, mais se recouvre d'une couche blanche et collante de mucus. Cette couche est impossible à enlever et elle s'étend constamment. À un certain point, le mucus rend la respiration difficile, finissant par étouffer la victime. À ce jour, un prêtre en est déjà mort. Owen est complètement surpris que Shunin ait pris la peine de révéler de tels détails classifiés à un homme lézard. La seule explication à laquelle il peut penser est que Shunin le soumet à une sorte de test, alors il masque ses émotions et promet de ne jamais divulguer cette information parmi les hommes lézards. Après tout, s'ils apprennent quelque chose d'aussi crucial, ils réaliseront que les hommes grenouilles sont en réalité assez faibles, et cela déclencherait une révolte. Pourtant, ce n'est pas comme s'ils pouvaient garder ce secret caché pour toujours. Donc, par mesure de précaution, Owen suggère de répandre des rumeurs selon lesquelles la maladie est également contagieuse pour les hommes lézards.
Pour rendre l'histoire crédible, il ajoute qu'il existe des herbes et d'autres plantes qui produisent une mousse blanche lorsqu'elles sont écrasées, quelque chose qu'ils peuvent utiliser pour imiter le mucus. Owen se porte volontaire pour être le premier patient infecté. Avec cela réglé, Shunin est de nouveau fier des plans stratégiques impressionnants qu'Owen propose toujours, bien qu'il veuille aussi qu'il utilise cette même ingéniosité pour attirer tous ces hommes lézards à écailles noires ici. Ce n'est qu'alors qu'il exclura le fils d'Owen du sacrifice. Bien sûr, l'homme lézard acculé est plus que reconnaissant pour une telle bienveillance. Alors que Shunin commence à partir après avoir exposé tous les détails, Owen l'arrête et demande un lot d'arcs à utiliser contre les hommes lézards à écailles noires, mais il est clair que Shunin n'est pas prêt à céder ses précieuses armes si facilement. Le lendemain arrive et les hommes grenouilles ont apporté beaucoup de choses pour les hommes lézards en guise de cadeau. On dirait que Rakrak a apporté une énorme pile d'herbes qui aide contre les démangeaisons. Il espère que ce stock énorme suffira pour échanger au moins un arc. Comme prévu, Shunin refuse l'offre. Pour lui, plus que tout, c'est la confiance qui compte lorsqu'il s'agit d'échanger des armes. Pour des raisons évidentes, Rakrak en a assez d'entendre cette excuse répétée en boucle. Finalement, il accepte d'améliorer la confiance mutuelle entre les deux tribus, tout comme le grand-fils d'Aloli le souhaite. Mais d'abord, il a l'intention d'avoir une conversation privée avec Owen. Finalement, Owen et le chef s'éloignent hors de portée de voix. Owen commence à raconter les mêmes vieilles conneries scénarisées. Il se souvient comment les autres hommes lézards à écailles grises et brunes avaient un rituel fraternel avec la tribu des hommes grenouilles avant que leur tribu ne fusionne. Le rituel nécessite essentiellement de passer du temps à s'étudier rigoureusement. C'est pourquoi il est impératif que Rakrak raconte tout sur sa tribu. Ce n'est qu'alors qu'Owen partagera toutes les informations sur les hommes grenouilles. Il est temps qu'il cesse d'être si méfiant et fasse réellement un effort pour se rapprocher. À ce moment-là, les papillons bleus familiers rejoignent la scène, l'un d'eux se posant même sur Owen. Rakrak comprend immédiatement ce que son dieu essaie de lui dire. Il est entièrement d'accord avec Owen. Il est en effet temps d'arrêter d'être si méfiants l'un envers l'autre. Rakrak est prêt à dire à Owen tout ce qu'il veut savoir. Un peu plus tard, Shunin et son équipe retournent à leur village. Cette fois, Shunin est absolument ravi de réaliser qu'ils ont réussi à rassembler une tonne d'informations sur ces hommes lézards à écailles noires. Ce qui l'excite le plus, c'est qu'ils ont enfin convaincu ces imbéciles de visiter leur village. Encore mieux, ces prétendus imbéciles ont volontairement fait visiter leur propre village à Shunin. Maintenant, les hommes grenouilles savent exactement où se trouve le village des hommes lézards et combien ils sont. Shunin n'hésite pas à attribuer tout le mérite à Owen, qui les a aidés à prendre l'avantage sur la tribu. Owen est flatté de l'entendre, bien qu'il rappelle hésitamment à Shunin la promesse qu'il a faite. Bien sûr, ce crapaud rusé se souvient très bien de la promesse, bien que je doute fort qu'il ait l'intention de la tenir. Le crépuscule s'installe et comme d'habitude, Owen s'assoit près de l'étang, excité à l'idée de vivre à nouveau avec son enfant comme avant. Quant à Rakrak et son village, Owen pense que l'ignorance du chef est ce qui mènera finalement à sa chute. Pour savoir exactement quelles conversations ils ont eues, nous revenons un peu en arrière dans le temps. Rakrak essaie de familiariser Owen avec le concept de caractère et de symbole. Il dessine certains symboles avec une brindille et explique leur signification. La croix signifie déclin et l'autre caractère représente mensonge. Owen, étant perspicace, le comprend rapidement. Non seulement cela, il met aussi les deux caractères ensemble, formant une phrase entièrement nouvelle. Par exemple, mettre le caractère pour mensonge à côté de la croix forme la phrase « pas de mensonge », qui représente la vérité. Rakrak est complètement impressionné par la rapidité avec laquelle il l'a appris. Même lui n'avait jamais pensé à utiliser ces caractères de cette manière. Tous ces mots flatteurs rappellent à Owen Shunin, qui le félicite également pour son esprit vif. Pourtant, Owen se demande pourquoi Rakrak lui enseigne spécifiquement des symboles, alors qu'ils n'ont jamais mentionné de telles choses lors des réunions avec les hommes grenouilles. C'est comme si Rakrak lisait dans ses pensées. Il explique que la seule raison pour laquelle il enseigne cela est qu'il veut établir la confiance. Il ne veut pas établir de confiance avec les hommes grenouilles, mais avec Owen lui-même. Rakrak sait déjà que ce qu'on lui a dit sur les hommes grenouilles n'est pas vrai, et il y a beaucoup d'histoires qu'Owen n'est tout simplement pas autorisé à partager. Rakrak et son peuple ont connu la douleur. C'est exactement pourquoi ils ont appris à le reconnaître chez les autres. Il peut facilement différencier le prédateur de la proie, et il a déjà reconnu qu'Owen et son peuple sont la proie. Rakrak peut voir et sentir la douleur gravée sur le visage d'Owen. Malgré cela, le jeune homme lézard continue de tout nier, mais le chef sait trop bien. Revenant du flashback, Owen réfléchit à sa situation. Il sait que le chef de la tribu aux écailles noires est confiant et fort, mais il n'a aucune chance contre les armes des hommes grenouilles. La revendication de Rakrak concernant l'abattage d'une créature abominable semble ridicule à Owen, surtout quand ils n'ont même pas d'armes spéciales. De plus, le chef Rakrak doit être incroyablement insensé pour lui donner connaissance de leurs symboles. Owen se sent indigne de la confiance du chef. Il se considère comme rien de plus qu'un négociateur, quelqu'un qui ne se soucie que de ses propres gains. Le lendemain arrive et Rakrak rend enfin visite au village des hommes grenouilles. En les voyant, Shunin accueille ses nouveaux amis à bras ouverts. Une fois les politesses terminées, Rakrak s'excuse d'être arrivé entièrement équipé. Il craignait de rencontrer un cocatrix en chemin et ne voulait pas prendre de risques. Bien sûr, Shunin n'a aucune objection. Dans son esprit, il pense que ces hommes lézards sont stupides de croire que leur lance primitive pourrait jamais avoir une chance contre un cocatrice.
De plus, Shunan n'a pas l'intention de combattre les hommes lézards du tout. Il prévoit d'empoisonner la nourriture pendant leur festin. Rakrak commence alors à regarder autour, cherchant Owen. Shunan explique qu'il est occupé à préparer le banquet. Ils finissent par le voir en train d'arranger les sièges pour leurs invités. Shunan le remarque en train de griffonner quelque chose sur le sol avec une brindille. Il ne soupçonne rien et pense qu'Owen marque probablement l'emplacement de chaque invité. Il fait signe à Rakrak d'aller saluer Owen lui-même. Quant à Shunan, il va vérifier les préparatifs de nourriture. Une fois que Rakrak s'approche, Owen pointe les marques qu'il a gravées, prétendant qu'elles indiquent où les hommes lézards sont censés s'asseoir. Mais le symbole qu'il a dessiné est celui qui signifie « mensonge ». Rakrak comprend immédiatement ce qu'ils sont censés faire. Il fait signe à Yuri de commencer, et juste comme ça, le vrai banquet commence. Yuri plante ses pieds, prend sa position et lance la lance de toutes ses forces, tuant instantanément un homme grenouille armé. Rakrak ordonne alors à ses guerriers d'anéantir les hommes grenouilles, initiant ce massacre à sens unique. Un moment passe et l'équipe de Rakrak nettoie toute la zone sans subir une seule perte. La plupart des hommes grenouilles ont déjà fui, y compris Shunan. Ensuite, ils doivent se préparer à combattre les archers. Pour cela, Rakrak ne peut qu'espérer que leur plan de secours fonctionne. Il se tourne rapidement vers Owen et lui confie une tâche cruciale, qu'il ne peut pas échouer. Coupant aux hommes grenouilles, Shunan grince des dents de fureur. S'il en a, il est certain que tout cela est l'œuvre d'Owen. Il ordonne à ses sbires de rassembler tous les guerriers du village. Ils doivent attaquer les hommes lézards immédiatement. Quant aux hommes lézards captifs gris, leur tâche est de retenir le groupe de Rakrak, jusqu'à ce que les guerriers hommes grenouilles soient prêts. Bientôt, les hommes grenouilles lancent une volée de flèches directement sur les hommes lézards. Mais Rakrak avait déjà prévu cela. Leur plan de secours était des boucliers. Tous les hommes lézards levèrent leurs boucliers, bloquant les flèches entrantes. Ces faibles bâtons rebondissent dès qu'ils touchent. Yuri est extatique de voir que ces choses fonctionnent réellement contre les flèches. Pendant ce temps, Shunan ajuste rapidement la stratégie. Il ordonne aux hommes grenouilles de tirer seulement lorsque les hommes lézards avancent. Mais ce plan s'effondre également alors qu'un épais nuage de fumée commence à engloutir toute la zone, ruinant la visibilité de tout le monde. Personne ne peut plus viser correctement. Et celui qui répand la fumée, eh bien, c'est Owen qui a mis le feu aux habitations des hommes grenouilles. Ses camarades hommes lézards le regardent, incrédules, le voyant commettre un acte si audacieux. Pendant un moment, il pense que cela doit être sur les ordres de Shunan, mais Owen révèle la vérité. Il agit sous les ordres du chef à écailles noires. Il supplie ses amis de lui faire confiance, juste cette fois, en leur assurant que Rakrak écrasera les hommes grenouilles. Finalement, ses camarades prennent leurs propres torches et commencent à tout brûler autour d'eux. Lorsque Shunan se rend compte que le campement est en feu, il est déjà trop tard. Pour l'instant, ils décident qu'ils doivent battre en retraite, surtout puisque les hommes lézards sous leur commandement les ont déjà trahis. Ils prévoient de rejoindre la bataille plus tard, lorsque leur atout, le guerrier Oboy, arrivera. Mais Shunan doute encore de leur capacité à renverser la situation. Il ne doute pas de la force d'Oboy, il craint qu'ils aient besoin de plus qu'un simple guerrier puissant. Il envisage alors de demander de l'aide aux démons vivant dans les eaux. Pendant ce temps, le guerrier Oboy apprend que Shunan se retire vers le village inférieur. Les 10 guerriers stationnés dans la salle de banquet et les 5 guerriers envoyés pour enquêter ont tous été massacrés. Oboy compte les 5 guerriers sur l'île et les 10 à ses côtés. En comptant tout le monde, ils ont 45 guerriers au total. Ce nombre lui donne confiance, ils ont encore l'avantage. Un homme grenouille sort une lance, l'enduit de mucus de grenouille empoisonné et se prépare à tirer. Mais soudain, le sol tremble. Une tension glaciale saisit le guerrier Oboy. La sensation dans sa poitrine est la même que celle qu'il a ressentie le jour où il a affronté le Cocatrix. Il peut dire que quelque chose de catastrophique arrive. Finalement, ils lancent leur barrage de flèches, mais leur attaque est rendue inutile contre Drake Manun. Sa présence massive suffit à faire trembler les hommes grenouilles de peur. Celle qui chevauche la bête est Zael. Elle remarque à quel point Manun a grandi depuis la dernière fois qu'elle l'a monté. Ce qui est encore plus comique, c'est que les flèches, censées être les armes ultimes de l'ennemi, servent littéralement de snack pour Manun. Vous voyez, Manun mange tout ce qui s'approche de sa bouche. Il rugit férocement, prêt à dévorer encore plus de nourriture, et ces hommes grenouilles sont sur le point de devenir son buffet. Oboy se retrouve dans un sérieux pétrin puisque leur arme ultime a complètement échoué. Même s'il essaie de tirer sur les parties vulnérables de Manun, la créature est tout simplement trop rapide pour qu'il puisse viser correctement. Finalement, Manun se jette en avant et écrase l'un des hommes grenouilles avec la force brute de ses mâchoires. À ce stade, Oboy est certain que ce monstre n'est pas quelque chose avec lequel ils peuvent jouer. Puisque rien ne va fonctionner contre ce prédateur polyvalent, Oboy décide d'utiliser la propre force de la créature contre elle. Il lance le crapaud venimeux directement sur Manun et comme prévu, Manun le dévore instantanément. Les autres hommes grenouilles commencent également à lancer leurs crapauds venimeux vers lui et Manun les attrape littéralement tous avec sa bouche à gauche et à droite, s'assurant qu'aucun délicieux dessert ne soit gaspillé. Pendant ce temps, Zael trouve étrange que l'ennemi lance littéralement des snacks à Manun. Sous les bénédictions de Nebula, spécifiquement l'une des 3 bénédictions, ils ont une résistance aux toxines.
toxines. Une fois de plus, O'Boy réalise bien trop tard qu'ils ont fait une énorme erreur. Manun sourit agréablement à son prochain snack avant d'arracher la tête d'O'Boy de son corps. Nous revenons ensuite à l'endroit qui avait été incendié. L'un des hommes grenouilles essaie de tirer sur Rakrak avec une flèche empoisonnée, mais le lézard costaud déchire simplement la flèche entrante d'un coup de queue. Yuri écrase ensuite la tête du tireur, faisant éclater des morceaux de cerveau. Avec le dernier guerrier éliminé, il ne reste plus d'ennemis. Shunan a déjà abandonné le village et s'est rendu au village intérieur situé sur l'île au milieu de la rivière. Depuis que les hommes grenouilles ont été impitoyablement écrasés, les hommes lézards gris-bruns ont également commencé à attaquer les hommes grenouilles. Voyant toute la destruction et les dégâts écrasants subis par les hommes grenouilles, Rakrak commence à se demander pourquoi leur chef, Aloy, ne s'est pas encore montré. Eh bien, il s'avère que Nebula s'est déjà occupé d'Aloy hors écran. Il y a un virus avec un nom ridiculement long que je ne peux même pas prononcer. La seule chose qui compte, c'est que la maladie causée par ce virus est extrêmement mortelle. Au moment où Rakrak a décidé de quitter la Terre Sainte, Nebula avait localisé une maladie à des centaines de kilomètres. En utilisant des insectes, il a transporté cette maladie jusqu'ici. Une fois que le grand chef des hommes grenouilles, Aloy, a été infecté, il n'était plus la figure puissante qu'il était vénéré d'être. L'idiot, au bord de la mort, a tenu d'innombrables cérémonies où il a sacrifié de pauvres enfants hommes lézards, les offrant à ce démon à deux têtes. Il croyait que c'était le seul moyen de guérir sa maladie. Revenons à Rakrak et son équipage. Ils ont réussi à éliminer les hommes grenouilles dans la région. C'est alors qu'Owen vient en courant vers lui. Il supplie désespérément Rakrak de traverser le lac immédiatement et d'atteindre l'île au milieu. Il y a de jeunes hommes lézards sur le point d'être sacrifiés à ce démon à deux têtes. Mais aussi sombre que cela puisse paraître, Rakrak souligne qu'Owen lui dit tout cela bien trop tard. Ils ne peuvent pas traverser le lac maintenant car les hommes grenouilles ont déjà navigué vers l'île avec leur bateau. Essayer de l'atteindre à la nage serait un pur suicide. Dans l'eau, ils ne seraient que des mannequins d'entraînement pour les archers hommes grenouilles. Owen sombre dans un désespoir total. Les mains jointes et les yeux pleins de chagrin et de désespoir, il supplie Rakrak de faire quelque chose. Son fils est capturé là-bas. En entendant la mention de son fils, Rakrak devient complètement furieux et gifle Owen au visage. Il crie sur cet imbécile pour ne pas lui avoir dit plus tôt. Il est totalement déçu qu'Owen ne lui ait jamais fait confiance dès le départ. S'ils avaient su dès le début, Rakrak est certain qu'il aurait déjà été prêt à abattre ce soi-disant dieu. Maintenant, grâce à Owen, son fils est probablement voué à une mort inutile. Même Owen commence à regretter ses décisions maintenant. Et juste au moment où tout semble trop tard, le monstre à deux têtes répond enfin à la cérémonie des hommes grenouilles. Le démon arrive pour réclamer les offrandes. Les hommes grenouilles chantent le nom de leur dieu avec une dévotion totale, le suppliant d'accepter leur sacrifice. Aloy implore encore son dieu de détruire les hommes lézards à écailles noires qui menacent le lac. Pendant ce temps, Owen est assis au bord du lac, impuissant, ne pouvant rien faire d'autre que regarder. Quant à Rakrak et Zale, ils sont occupés à évaluer l'abomination. La première chose à noter est que la créature est légèrement plus grande que le coléoptère qu'ils ont vaincu avec des rochers. Il y a une chance qu'ils puissent le vaincre, mais les chances sont fortement contre eux, surtout que le terrain les met maintenant dans une énorme position de désavantage. Les pertes seraient inévitables. À ce moment-là, Rakrak reçoit un signal de son dieu. Et à partir de ce moment, tout change. Rakrak ordonne à Owen de regarder devant et de lui dire s'il ne croit pas au miracle. Devant eux se tient une menthe religieuse géante, un véritable miracle de Dieu. Revenons au chef grenouille idiot qui vénère ce monstre à deux têtes. Il continue de supplier le démon de prendre ces hommes lézards en sacrifice, mais il est clair que l'attention du démon a été détournée par autre chose. Quand Aloy regarde autour pour voir ce qui a attiré l'œil du démon, il voit la menthe géante. Le seul mot qui se forme dans l'esprit terrifié des hommes grenouilles après avoir vu la menthe est « Dieu ». Cette créature est un dieu littéral. Nebula a créé cet être en utilisant l'essence d'une abomination. D'autres facteurs comme son niveau de domination 4, son niveau de divinité et la quantité de foi qu'il possède ont également joué des rôles majeurs. Sans cela, il n'aurait pas eu la capacité de créer une bête sacrée. Nebula est sûr que peu de joueurs possèdent déjà une créature sacrée. Pendant ce temps, le démon à deux têtes se jette sur la menthe pour mordre, mais la menthe attrape la mâchoire du bâtard à main nue. Le monstre se débat et lutte pour échapper à l'emprise de la menthe. Alors qu'il est bousculé, plusieurs hommes grenouilles sont écrasés sous le corps massif du démon. La deuxième tête se jette, mais la menthe ne montre aucune pitié et la tranche nette, projetant du sang partout. La créature autrefois vénérée comme un dieu a maintenant reçu une leçon brutale. Il n'est rien de plus qu'un rat dégoûtant. La menthe décide alors d'offrir cette créature méprisable à son créateur tout-puissant. D'un seul coup, la menthe arrache la tête du corps du monstre, libérant enfin cette bête ignorante de son existence pathétique. Avec le démon à deux têtes mort, la menthe se tient fièrement, savourant sa victoire. Les hommes lézards éclatent de joie tandis qu'Owen peut à peine retenir ses larmes. Il faut admettre que l'entrée de la menthe était purement sensationnelle. Même Nebula le pense. Malgré les statistiques impressionnantes du démon, il n'a jamais eu l'occasion d'utiliser son petit domaine. Et comme nous le savons, la défaite du démon à deux têtes récompense Nebula avec son essence. Une nouvelle notification lui permet de revendiquer le petit domaine, bien qu'il soit inconnu au début. Ce n'est qu'après l'avoir revendiqué que Nebula apprend que le domaine est l'eau de mer. Maintenant, il est logique que le monstre ne l'ait pas utilisé. Il n'y a ici que de l'eau douce et sucrée, donc le domaine de l'eau de mer aurait été inutile.
Honnêtement, une domination sur les rivières aurait été bien meilleure puisque même Nebula ne peut pas utiliser l'eau de mer ici. Pourtant, il est sûr que cela sera utile un jour. Nous revenons ensuite au chef Aloha, qui est complètement incrédule en voyant leur dieu tomber avec une telle facilité. Voyant son père dans un tel désarroi, son fils Shunin commence enfin à comprendre la véritable raison de la chute des hommes grenouilles. Autant qu'il puisse le dire, son père et sa tribu n'ont pas perdu leur force à cause de la maladie. C'est parce qu'ils étaient trop dévoués et dépendants de ce démon à deux têtes. Toute la tribu a baissé sa garde. Ils ont cessé de s'entraîner, croyant que le dieu à deux têtes les protégerait pour toujours. Maintenant, les hommes grenouilles ne sont rien de plus que des lâches, incapables de résister à leurs ennemis. La Grande Mante annonce la bonne nouvelle à son créateur concernant l'anéantissement de l'abomination. Nebula est fière de sa création et lui accorde la chance de se reposer jusqu'à ce qu'il soit de nouveau convoqué. La Grande Mante est prête à émerger lorsque le moment viendra et que son implication deviendra impérative. Pendant ce temps, Rakrak et son équipage remarquent les hommes grenouilles traversant la rivière pour atteindre le village extérieur. Le village a été abandonné, donnant à Rakrak l'occasion de traverser à la nage et de sauver ses enfants hommes lézards. La voix haute et le ton empreint de dominance, Rakrak s'adresse aux captifs du village. Aujourd'hui, il est ici pour revendiquer la victoire sur les hommes grenouilles. Si quelqu'un a le courage de se joindre à lui dans cette entreprise, il peut s'avancer. Owen se porte immédiatement volontaire, prêt à l'aider à obtenir cette victoire. Les autres hommes lézards blessés rassemblent également leur courage et insistent pour se joindre à lui, reconnaissant enfin Rakrak comme leur chef. Mais Rakrak insiste pour que les blessés restent en arrière et se reposent. Un brave homme lézard se proclame ancien guerrier qui sait exactement quand se reposer face au danger. Bien qu'aucun d'eux ne ressente d'honneur à exterminer des civils hommes grenouilles, leurs cœurs ont été ravivés par un feu pour se battre pour eux-mêmes et reconquérir leur liberté. Ce qui a déclenché ce feu, c'est la détermination de Rakrak et de son peuple, leur refus de craindre les guerriers hommes grenouilles. Rakrak peut dire que le véritable carburant derrière leur énergie est la haine pure et la colère envers les hommes grenouilles. L'ancien guerrier l'admet sans hésitation. Il est enfin temps de laisser sortir cette haine brûlante, juste pour que le feu dans leur cœur puisse être éteint. Ils ont perdu leurs compagnons, leurs enfants, leurs petits-enfants. À moins de rendre ces méfaits aux hommes grenouilles, ils ne trouveront jamais la paix. Et honnêtement, c'est exactement ce que Rakrak veut qu'il fasse. Il élève à nouveau la voix, la laissant percer l'air alors qu'il charge tout le monde de détermination. Détermination à chercher vengeance contre ceux qui ont infligé de la peine. Avant de poursuivre l'histoire, nous revenons un peu en arrière dans le passé. C'est à peu près à l'époque où Shunin a aidé Rakrak à utiliser un arc. Vu la rapidité avec laquelle Rakrak apprenait, Shunin était sûr qu'il serait bientôt à la hauteur des guerriers hommes grenouilles. Actuellement, le plus grand inconvénient de Rakrak est qu'il met beaucoup trop de temps à tirer une flèche. À cela, Rakrak a rétorqué que toucher des points cruciaux de la cible est mieux que de toucher des parties non cruciales. C'est alors que Shunin explique que les vraies cibles dans les vraies batailles sont toujours en mouvement, donc il est essentiel de tirer aussi vite que possible sans manquer. Les amis, gardez ce petit détail à l'esprit, cela va être utile bientôt dans l'histoire. Après avoir partagé un peu plus de connaissances sur l'arme, Shunin a également promis d'apprendre à Rakrak comment fabriquer un arc lui-même, mais seulement lorsque leur lien deviendra plus fort. Il lui a assuré que les matériaux nécessaires pour les arcs sont également facilement accessibles aux hommes lézards. À l'époque, Rakrak a ressenti une étrange sensation inquiétante lorsque Shunin a mentionné que les matériaux étaient facilement accessibles. C'était un sentiment morbide, qu'il comprendra finalement directement de la bouche de Shunin. J'ai une forte intuition sur la raison pour laquelle Rakrak a ressenti ce frisson effroyable, mais je ne gâcherai pas le suspense. En ce moment, il nage vers l'île avec les autres guerriers. Une fois qu'ils atteignent le rivage, les hommes lézards à écailles grises se précipitent vers leurs proches. Owen serre son fils, Yann, aussi fort et passionnément qu'il le peut. Rakrak charge ensuite Yuri d'aider les enfants à évacuer la zone. Il ordonne aux hommes lézards à écailles grises et brunes de se déplacer à l'arrière du village extérieur et de semer la confusion parmi les hommes grenouilles. D'après ce que Yuri peut interpréter, il s'apprête à lancer une attaque et à prendre l'ennemi en tenaille. Rakrak le confirme. Une fois que l'attention de l'ennemi est entièrement dirigée vers l'avant du village, il prévoit de traverser le lac et d'attaquer de là. Bien que Yuri soit inquiet pour son chef, Rakrak le rassure en lui disant qu'il ira bien, surtout que l'ennemi n'a plus le nombre qu'il avait autrefois. Sans oublier que les hommes lézards viennent de recevoir une autre bénédiction de leur dieu. Leurs écailles noires scintillent maintenant comme des vagues ondulantes étincelant sous le clair de lune. Coupant au village des hommes grenouilles, tout le monde court dans tous les sens, essayant d'évacuer car l'ennemi est arrivé. À ce moment précis, Rakrak et son équipe font irruption de l'autre côté du village. Yuri et ses compagnons semènent déjà le chaos, et Rakrak les rejoint sans perdre une seconde. Le grand chef des hommes grenouilles supplie désespérément le démon à deux têtes de se manifester et de le sauver de cette catastrophe. Après tous les sacrifices qu'il a faits pour ce dieu à deux têtes, c'est le minimum qu'il mérite. Rakrak ferme le clapet du salaud d'un seul coup de lance à travers la tête, le tuant instantanément. Le massacre à sens unique continue, engloutissant chaque dernier homme grenouille. En ce moment, on entend les hommes lézards crier et chercher Shunin. L'homme en question se cache dans une cabane.
Il est complètement choqué. Comment les hommes grenouilles ont-ils pu perdre malgré leur supériorité numérique et leurs armes avancées? Il est finalement trouvé par Rakrak, qui s'approche furtivement juste derrière lui. Réalisant que quelqu'un est derrière lui, Chunin est pétrifié de peur et tombe au sol. Rakrak lui ordonne de se lever et de prendre son arme. Il est prêt à donner à Chunin une chance de protéger son honneur en tant que guerrier et de mourir en combattant comme tel, mais Chunin est un lâche. Pour lui, l'honneur ne signifie rien face à la mort. Il commence immédiatement à supplier d'être épargné pour le temps qu'ils ont passé ensemble. Il propose même de révéler le secret des matériaux utilisés pour fabriquer leurs arcs. En fait, il est plus que disposé à révéler les êtres vivants qu'ils utilisent pour extraire les tendons des cordes d'arc. D'une voix tremblante, il avoue que ces tendons proviennent d'hommes lézards. Chunin réalise trop tard qu'il n'a fait qu'aggraver sa situation en révélant une information aussi morbide. Rakrak reconnaît la confession de Chunin et, étonnamment, il accepte l'accord et décide de laisser Chunin partir vivant. Après tout, Rakrak n'a aucune rancune personnelle contre lui. Sur ce, il ordonne sévèrement à Chunin de courir. L'homme grenouille prend le signal et se précipite vers la forêt. Mais la seule raison pour laquelle Rakrak l'a laissé partir est qu'il voulait une cible mobile pour tester son adresse. Le lendemain arrive, et nous trouvons le cadavre d'un homme grenouille attaché à un arbre, servant de parfait mannequin cible pour le chef des hommes lézards. Rakrak teste les nouveaux arcs qu'ils ont fabriqués, chacun équipé des cordes d'arc personnalisées qu'ils ont réussi à créer eux-mêmes. Le seul problème qu'ils rencontrent actuellement est la résistance limitée des cordes. S'ils tirent juste un peu trop fort, elles se cassent. Owen admet qu'il n'y a tout simplement pas de matériaux plus résistants que ceux qu'ils utilisent actuellement. Rakrak le sait bien, et c'est exactement pourquoi il ne prévoit pas de rester ici pour toujours. L'hiver approche, et pour nourrir les buffles qu'ils élèvent, ils doivent se déplacer vers un endroit beaucoup plus chaud. Comme Owen porte son masque de guerrier, Rakrak suppose qu'il est allé chasser aujourd'hui aussi. Owen le confirme, déclarant fièrement qu'il a exterminé tous les hommes grenouilles restants dans la région. Pour l'instant, ils n'auront pas à s'inquiéter d'avoir suffisamment de matériel pour les cordes d'arc, du moins pour un moment. Nous avons ensuite un aperçu du passé lorsque Chunin a été frappé au pied, le faisant trébucher. Les hommes lézards gris étaient excités à l'idée de tuer ce salaud sur le champ, et celui qui a pris cette responsabilité était Owen, déterminé à tuer ce crapaud immonde de ses propres mains. Aloe, le chef de la tribu des hommes grenouilles, a connu le même sort que son fils. À présent, ses os ornent probablement la tête de quelqu'un d'autre tout comme les os de Chunin décorent maintenant celle d'Owen. Juste au moment où Owen est sur le point d'expliquer un détail crucial, Zahel arrive et aperçoit un enfant essayant de se faufiler derrière un arbre. Elle effraie volontairement l'enfant et lui demande s'il est là pour parler au chef. C'est alors que Zahel remarque une petite statue en bois que l'enfant laisse tomber. Lorsque la statue est montrée à Rakrak, il la reconnaît immédiatement comme leur gardien. Ils sont en fait surpris qu'un enfant si jeune ait fabriqué quelque chose d'aussi méticuleux et détaillé. L'enfant se redresse de bonne heure après avoir reçu des éloges et admet qu'il était en route pour l'offrir au chef Rakrak. Zahel ajoute que les enfants du village fabriquent souvent de telles figurines les uns pour les autres et que chaque enfant en a une. L'enfant explique fièrement que sa figurine représente leur gardien, un être massif qui les a sauvés du monstre à deux têtes à l'époque. Rakrak aime l'idée d'avoir des figurines d'un gardien. Si tout le monde en possède une, cela les fera se sentir plus en sécurité et plus confiants. Alors il suggère que tout le monde en ait une. Revenant à leur conversation initiale, Rakrak demande à Owen de quoi il parlait plus tôt. Le lézard gris révèle qu'ils ont découvert quelque chose d'étrange à l'intérieur de la grotte où se cachèrent les hommes grenouilles. Il finit par conduire tout le monde à ce tunnel. Une fois arrivés à la grotte, ils s'aventurent à l'intérieur sans hésitation. Tous les hommes grenouilles qui sont venus ici ont été tués, ce qui signifie que personne d'autre ne connaît cet endroit pour l'instant. Ils tombent soudainement sur une énorme roue en pierre couverte de motifs complexes. C'est fou de penser que quelqu'un a sculpté une pierre aussi dure avec une précision extrême. Ce qui est encore plus choquant, c'est que les marques sur ce rocher ressemblent au même col. Créatures qu'ils ont précédemment écrasées avec des rochers. On dirait que même Nebula n'est pas sûr de ce que c'est. À première vue, il ne peut que supposer qu'ils sont tombés sur une sorte de ruine ancienne. Dans le monde disparu, vous trouverez toutes sortes de ruines anciennes. Chaque ruine contient son propre savoir unique ou ses trésors. S'ils trouvent un trésor, ils pourraient même découvrir des objets aux capacités extraordinaires ou des objets aux propriétés démoniaques terrifiantes. Mais à cette époque, où la civilisation est encore bloquée à ses stades primitifs, obtenir des connaissances anciennes n'est pas aussi fructueux qu'il n'y paraît, puisque les vagabonds primitifs ne peuvent même pas dire ce que cette chose est censée être. De plus, les ruines qui créent ou transforment des matériaux spéciaux ou accordent des bénédictions ne fonctionnent que dans leur région d'origine. Et pour Rakrak, qui mène une vie nomade, cela les rend totalement inutiles. Il y a une petite chance que ce soit une relique unique, bien que Nebula espère que ce ne soit rien de démoniaque, sinon ils sont fichus. Juste au moment où ils glissent devant cette énorme dalle, ils entendent une électricité en spirale bourdonner comme si elle essayait de communiquer avec eux. Une entité inconnue accueille les étrangers qui ont osé entrer dans le monde démoniaque. En entrant, les hommes lézards se retrouvent à naviguer dans un labyrinthe d'escaliers en spirale vers le bas. Au lieu de prendre ces escaliers déroutants, Rakrak suggère simplement de sauter. Avant de descendre plus loin, ils remarquent un tas de raies bloquant leur chemin, mais la façon dont ces créatures grognent ne ressemble pas du tout à des rats normaux.
Zael confirme qu'il s'agit de ragondins. Ils ont déjà mangé des ragondins auparavant, mais ceux-ci semblent radicalement différents, simplement parce qu'ils ont beaucoup grandi. Une autre chose à noter est que les ragondins ne voyagent normalement pas en groupe, ni ne sont agressifs. Peut-être essaie-t-il de protéger cet endroit. À cause de cela, Rakrak ordonne à ses soldats de se préparer pour un combat. Les rats géants commencent à bondir vers leurs supposés ennemis, seulement pour être empalés par des lances et mourir inutilement. Après s'en être occupé, Rakrak se sent mal de voir autant de viande gaspillée et suggère qu'ils essaient de les manger. Zael propose même de domestiquer ces rats géants et de les élever comme des buffles. En parlant d'élevage, Owen suggère que l'aquaculture pourrait être encore meilleure. Les poissons sont faciles à élever puisqu'ils pondent des œufs et s'occupent de leurs propres petits. Ils pourraient facilement construire un barrage et piéger les poissons pendant la saison de ponte. Soudain, un des hommes lézards est électrocuté juste en touchant un ragondin blessé. Rakrak essaie de le toucher aussi et se fait électrocuter également. Il s'avère que ces ragondins sont imprégnés d'une énergie démoniaque connue sous le nom de foudre. Ils peuvent frapper les ennemis avec la foudre par contact physique. Eh bien, il semble que le pire scénario de Nebula soit devenu réalité. C'est en effet une ruine démoniaque, bien que l'attribut de la foudre soit considéré comme relativement faible par rapport aux autres. Si Rakrak parvient à atteindre la fin de cette ancienne ruine, il peut obtenir ce pouvoir démoniaque, bien que l'obtenir ne le transforme pas instantanément en mage. Le pouvoir démoniaque se renforce à chaque génération, ce qui signifie que les descendants futurs deviendraient de véritables mages. Il y a un autre problème. Dans le monde disparu, la magie et le pouvoir divin sont en conflit. Selon l'histoire originale du jeu, la source de la magie ne vient pas d'un dieu, mais d'un ancien mal. Ainsi, les magiciens de haut niveau ne comptent pas du tout sur les dieux. Ils visent à construire leur propre pouvoir. À mesure que de plus en plus de personnes sont influencées par les magiciens et poursuivent la voie de la magie, beaucoup perdent leur foi en les dieux. Cette baisse de foi dissuade les joueurs de choisir la voie de la magie. Il y a une faille que les joueurs peuvent exploiter, mais elle introduit beaucoup trop de complications. Quoi qu'il en soit, nous revenons à Rakrak car c'est maintenant le moment où la relique démoniaque commence à tenter sa cible. L'entité démoniaque émerge, parlant à Rakrak par télépathie. Elle demande à Rakrak s'il désire ce pouvoir. Si c'est le cas, l'entité est prête à le lui donner. Comme les autres ne peuvent pas voir la figure démoniaque, Zael remarque que Rakrak est dans la lune et suggère de revenir. Mais Rakrak dit qu'il va bien et ordonne à ses compagnons de continuer à exterminer les rats. À ce stade, Rakrak réalise qu'il est le seul à pouvoir voir cette créature. Par télépathie, Rakrak pose la première question que tout le monde poserait, son identité. La créature se présente comme l'esprit qui garde cet endroit. Seuls ceux qui possèdent un grand pouvoir peuvent le percevoir. Naturellement, Rakrak se demande de quel pouvoir il s'agit. Il remarque également que bien qu'ils puissent communiquer sans mots, ils ne peuvent pas lire les pensées profondes de l'autre. Pendant ce temps, Nebula envisage d'avertir Rakrak à propos de cet esprit de magie démoniaque. Mais il s'arrête lorsqu'il remarque un nouvel attribut dans le profil de Rakrak. L'attribut s'appelle tromperie. Nebula n'a aucune idée de quand il a été ajouté. La supposition la plus proche est que Rakrak l'a acquis en gérant les tactiques trompeuses de Chunin. Cela donne à Nebula un peu de réassurance et il décide de laisser la décision entièrement à Rakrak. De retour avec l'entité, elle révèle un peu sur l'attribut d'électricité, le pouvoir de brûler toute vie avec une chaleur torride, brillant comme le soleil ardent. Rakrak peut avoir ce pouvoir s'il le souhaite. Naturellement, il ne voit aucune raison de refuser. C'est alors que l'esprit essaie d'introduire une stipulation. Pour éviter d'être trompé, Rakrak refuse immédiatement l'offre. Après tout, ce n'est pas gratuit. L'esprit essaie rapidement de sauver la négociation, insistant sur le fait que la condition n'est pas difficile à remplir. Encore une fois, Rakrak exprime sa déception. Si l'esprit voulait un échange, il aurait dû le dire dès le début. Pourtant, il accepte d'entendre la condition, mais avertit l'esprit de ne plus tourner autour du pot. Il veut que tout soit clairement énoncé. Si quelque chose est caché, il n'y aura plus de dialogue. À ce moment-là, Zael interrompt pour signaler qu'ils sont prêts à partir. Rakrak lui ordonne de continuer avec les autres. Il les rejoindra après avoir rassemblé ses pensées. Pendant ce temps, l'esprit expose ses conditions. Il affirme avoir été scellé dans cette ruine et ne pas pouvoir se déplacer librement. Il veut que Rakrak descende plus loin et tue le gardien de la ruine qui protège le sceau. Une fois libéré, il promet de lui accorder tous ses pouvoirs. Avant d'accepter l'accord, Rakrak veut une confirmation. Obtiendra-t-il le même pouvoir pour foudroyer les ennemis comme ces rats? L'esprit insiste. Comme il l'a dit auparavant, son pouvoir s'appelle l'électricité. Pour l'instant, cela ne se manifeste que par des étincelles crépitantes, mais à chaque utilisation, cela devient plus fort. Finalement, Rakrak pourrait même invoquer la foudre. Étant donné le potentiel de croissance, Rakrak pourrait devenir assez puissant pour rivaliser avec un dieu. Ce pouvoir est en fait trop immense pour une seule personne. Donc, Rakrak a l'option de le partager avec la tribu ou de le monopoliser entièrement pour lui-même à travers un rituel. Rakrak reconnaît tout ce que l'esprit a expliqué, mais il ne peut toujours pas comprendre une chose. Comment un être capable d'accorder un pouvoir aussi écrasant a-t-il pu se retrouver scellé? Eh bien, selon l'esprit, c'est ce pouvoir même qui a conduit à sa chute. Les gens interprètent généralement la force comme une menace, et ils enferment habituellement tout ce qu'ils craignent. Rakrak trouve ironique que l'esprit admette ouvertement qu'il est, en fait, dangereux. À ce stade, il soupçonne que l'esprit cache quelque chose. Soit le pouvoir n'est pas aussi grand qu'annoncé, soit le mal qu'il apporte dépasse largement les avantages.
Ce serait bien si l'esprit avouait simplement ce qu'il cache, car Rakrak ne veut pas que les choses se compliquent. Il décide de retourner et de faire s'effondrer l'entrée de la grotte, s'assurant que personne ne tombe jamais sur cet endroit à nouveau. L'esprit panique et promet de révéler tout ce qu'il peut. Il s'identifie comme un être descendant de ceux qui régnaient sur le monde dans un passé lointain, les soi-disant anciens démons depuis longtemps oubliés par le temps. Les dieux sont si anciens qu'ils ne peuvent se souvenir de leurs propres origines, et cet esprit non plus. Peu importe à quel point il essaie, la seule chose qu'il sait, c'est qu'il a été scellé pour l'éternité. Un pouvoir d'origine inconnue enivre les gens précisément parce que sa source est inconnue. Mais notre discussion sur un lézard est différente. Il ne tombe pas dans le piège aveuglément. Rakrak se souvient du chef de la tribu des lézards bleus et du chef des hommes grenouilles, comme des exemples parfaits de personnes corrompues par le pouvoir. La magie démoniaque en particulier est ce qui enivre le plus les gens. Ce qui aggrave les choses, c'est que cet esprit ressemblant à une raie peut conférer ses pouvoirs à n'importe quelle personne au hasard, peu importe si le récepteur a des intentions nobles ou malveillantes. Les dieux accordent le pouvoir selon leur propre volonté, mais les dons de cet esprit peuvent tomber entre les mains de n'importe qui, même des personnes qui ne le méritent pas. Pour aggraver les choses, quiconque manie ce pouvoir démoniaque peut l'améliorer davantage et devenir encore plus fort. Finalement, le détenteur de ce pouvoir omnipotent rejettera complètement les dieux. Pour éviter ce résultat, Rakrak envisage de prendre le pouvoir pour lui-même, surtout qu'il est vraiment formidable et d'une puissance indescriptible. Il sera certainement utile dans les batailles futures. À la fin, Rakrak décide de libérer la raie sous une condition majeure. D'abord, Rakrak veut que sa tribu soit la seule détentrice de ce pouvoir. Il veut aussi que ces pouvoirs apparaissent comme s'ils étaient accordés par les dieux. De cette façon, personne ne perdra sa foi en Dieu. En fait, leur foi ne ferait que se renforcer. La deuxième condition est qu'il veut que la raie commence à croire en son Dieu. Bien sûr, la raie trouve l'idée ridicule. Pour un être bien plus ancien que le Dieu que Rakrak suit, l'idée de croire en une telle divinité semble étrange. De plus, les dieux détestent généralement esprit de magie démoniaque. Mais Rakrak contredit le stéréotype. Il croit que son dieu n'est pas une divinité ordinaire. Le dieu insecte bleu est généreux envers les êtres qui ont de la valeur. Puisque la raie est suffisamment utile, il va sans dire que le dieu insecte bleu l'approuverait déjà. Cependant, la raie Pastenag n'est pas sûr que le dieu dont parle Rakrak l'accepterait d'emblée. Rakrak promet que si la raie Pastenag accepte les conditions, son dieu est assez bienveillant pour faire une exception. La raie révèle alors un petit secret. Non seulement elle est piégée dans cette ruine, mais elle en est aussi l'unique souveraine. Tout ici, des créatures aux gardiens des ruines que Rakrak a vaincues, n'est qu'un de ses sbires. La raie Pastenag testait simplement la force de Rakrak en lui faisant traverser toutes ses épreuves. Pour cela, l'entité s'excuse, mais Rakrak est prêt à lui pardonner. Après tout, il comprend également la perspective de la créature. Il sait que l'esprit aspire à échapper à cet endroit maudit et à vivre quelque chose de beau que le monde a encore à offrir. Finalement, l'entité demande le nom de Rakrak, et l'homme lézard le lui dit avec joie. Et ainsi, le test que la raie menait se conclut enfin. Il est maintenant temps pour lui de conférer le pouvoir que Rakrak mérite légitimement. Rapidement, Nebula reçoit une notification concernant un esprit souhaitant devenir son sujet. En l'acceptant, Nebula obtient la domination sur la magie démoniaque, spécifiquement l'électricité. Nebula est pleinement satisfait de la tournure des événements. Forcer un esprit de magie démoniaque à se soumettre et intégrer sa magie dans la divinité est le seul moyen de manier le pouvoir démoniaque sans subir de pénalité. Le mérite revient à Rakrak, qui a bien compris la situation et l'a gérée correctement. 9 ans passent et la scène se déplace vers l'hôtel de l'homme lézard. La nouvelle s'est déjà répandue que le dieu insecte bleu a accordé à Rakrak le pouvoir du tonnerre et de l'éclair. Un humain apprend les récits du grand Rakrak, chef de la tribu des hommes lézards choisis. Celui qui répand les récits est un homme lézard, un admirateur de Rakrak. L'humain ne comprend pas pourquoi un dieu des insectes accorderait des pouvoirs de tonnerre et d'éclair. En réponse à cela, le lézard conteur présente une perspective différente à considérer. La façon la plus simple et sage de l'expliquer est d'imaginer la couleur du tonnerre, qui dans leur cas est bleu, et le nom de leur dieu, le dieu insecte bleu. L'humain est toujours confus sur la relation entre les deux, même après l'explication. Il décide de laisser tomber le sujet et se présente comme Shui. Et juste au moment où Shui demande à connaître le nom de l'homme lézard, ils n'ont plus le temps pour les présentations. En bas de la colline, quelques visiteurs indésirables sont apparus, des spécimens connus sous le nom de gnolls. Les hommes lézards demandent à Shui s'il peut identifier ces intrus. Peut-être sont-ils des subordonnés de Selkite. L'homme jette un regard pensif et réalise que la menace qui approche semble sans défense et manque de vigilance. Sans parler du fait qu'ils ne sont même pas correctement armés, ce qui les fait ressembler à des gnolls errants. Les hommes lézards applaudissent Urwi pour la description si détaillée qu'il a fournie. Le mystérieux homme lézard laisse enfin glisser sa capuche de sa tête, révélant son visage alors qu'il vise directement la cible devant lui. L'homme lézard en question est Owen. Il tire sa flèche et électrocute ces gnolls sur place. Cette électrocution est une preuve suffisante pour les gnolls confus que la personne à laquelle ils font face est l'un des élus. Ils décident de battre en retraite avec le temps qu'il leur reste. Pendant ce temps, Owen annonce également son nom, laissant Wee complètement choqué. C'est Owen, le grand conteur.
Le rencontrer ici est un moment honorable pour cet humain. Owen se sent épuisé après avoir utilisé ses pouvoirs et décide de continuer la conversation tout en reprenant son souffle. Un peu plus tard, on le voit fumer une longue pipe. Des rumeurs disent que l'élu a fumé cette pipe juste après avoir utilisé ses pouvoirs. Après avoir soufflé quelques bouffées de fumée, Owen se sent enfin rafraîchi et décide de poursuivre leur conversation. La première question que l'homme veut voir répondre est ce qui pourrait bien pousser Owen à servir quelqu'un d'autre alors qu'il possède un pouvoir si incroyable. Je veux dire, Shui ne suggère pas qu'il devrait trahir son dieu, mais pourquoi doit-il mener une vie si difficile, errant seul dans la nature? Owen libère un autre nuage de fumée tout en laissant entendre mystérieusement qu'il a d'autres raisons aussi. Il est un pêcheur qui a autrefois trahi son propre peuple. Même alors, il a eu la chance de se racheter et de compenser ses erreurs. À travers des histoires et des personnages, il doit répandre le nom du dieu insecte bleu et du chef Rakrak à travers le continent. Il a choisi de vivre ainsi, son propre chemin vers la repentance, et il semble que ses efforts aient été fructueux jusqu'à présent. Il n'y a personne dans cette région qui ne connaisse la tribu de l'écaille noire, et il va sans dire que Rakrak, le grand prêtre et chef, est tenu en haute estime. Poursuivant la conversation, Owen demande à l'homme s'il est lui aussi un vagabond comme lui. L'homme se présente comme quelqu'un du château de l'automatisation. C'est un nom qu'Owen n'a jamais entendu auparavant. L'homme révèle ensuite ses intentions. Il est ici pour trouver la tribu de l'écaille noire afin de délivrer un message du seigneur du château d'automatisation. Eh bien, cela joue en faveur d'Owen. Il siffle pour appeler son compagnon, qui est un oiseau géant, et qui se précipite vers son maître. Sans surprise, l'homme est choqué de voir un cocatrice notoire si bien apprivoisé. Owen le corrige, disant que cet animal s'appelle un cocatou, un hybride entre un cocatrice et un poulet. Il monte ensuite sur le dos de l'oiseau et incite l'homme à faire de même. Il est déjà en route pour rendre visite à Rakrak, donnant à l'homme l'occasion de rencontrer la tribu de l'écaille noire en personne. Bien que pour cette faveur, Owen veuille que l'homme écoute les histoires inédites qu'il souhaite partager. Des histoires tournant autour du dieu insecte bleu et de la saga du grand Rakrak. La scène passe rapidement à la tribu de l'écaille noire, marchant sur la route devant. Yuri s'avance et informe son chef de nouvelles inquiétantes. La mort de l'astrologue approche. L'astrologue a demandé à parler avec Rakrak dans ces derniers instants. Rakrak ordonne immédiatement d'arrêter la marche et décide qu'ils se reposeront ici pour la nuit. Le fait que le Stargazer lui-même ait dit que sa fin est proche signifie qu'il va vraiment mourir. Après tout, il s'est avéré être le plus grand clairvoyant. C'est pourquoi ils doivent aussi commencer à préparer ses funérailles. Ce soir sera l'une des nuits les plus tristes pour Rakrak. Passant au camp où le voyant se repose, Rakrak entre et est accueilli par l'infirmière. Elle rapporte l'état critique dans lequel se trouve le vieil homme avant de le laisser seul. Le vieil homme malade s'est affaibli au point que garder les yeux ouverts lui semble épuisant. Dans ces derniers moments, il réfléchit à la vie qu'il a vécue. Il a voyagé dans des territoires inexplorés et appris des choses que lui seul connaît. Au cours de son voyage, il a même perdu son bras et a été ostracisé. Ce n'est qu'alors qu'il a rencontré Rakrak, le chef de la tribu, et a utilisé ses connaissances pour éduquer les autres sur les étoiles. Maintenant, il a atteint le tournant de sa vie, le moment où chaque homme lézard nécessite finalement le sommeil éternel pour échapper à la douleur nourrie par le temps. Mais avant de partir, il est heureux d'avoir passé ses derniers moments avec le chef de la tribu. Il veut interroger Rakrak avec une question que personne d'autre ne semble qualifié pour répondre, la question à $1 million. Qu'attendent les gens après la mort? Puisque Rakrak est le premier à être choisi par leur dieu, le favori parmi eux tous, lui seul peut satisfaire cette curiosité. Il veut savoir pourquoi la mort est appelée sommeil éternel. Les défunts rêvent-ils pour toujours? Y a-t-il une possibilité que l'on soit coincé à rêver de cauchemars éternellement? Rakrak répond franchement qu'il ne sait pas comment répondre à ces questions redoutables. Il n'est même pas sûr de ce qui le rend qualifié pour répondre à une telle question philosophique. L'astrologue se souvient comment le dieu Scarabée leur montrait toujours le bon chemin chaque fois qu'ils étaient perdus. Peut-être que le dieu continuera à faire de même après la mort. Guiderait-il aussi les âmes errantes? Pour l'instant, Rakrak ne peut s'empêcher d'être d'accord avec l'astrologue, car il les a déjà guidés lorsqu'ils étaient perdus dans la poussière mortelle. Le dieu Scarabée les guidera encore, même lorsqu'ils voyageront dans le royaume au-delà. L'astrologue a toute confiance qu'il le fera certainement. Il est curieux d'en savoir plus sur l'au-delà. Il ne veut pas commencer son voyage dans l'au-delà en rencontrant leur dieu sans préparation. Rakrak pense que c'est plus amusant ainsi. Il imagine l'au-delà comme un vaste champ d'herbe sans horizon, où l'on peut courir sans fin, le vent murmurant le bonheur, et l'herbe tendre sous les pieds, des monticules de rochers pour se reposer une fois fatigué, et un temps dynamique qui change à chaque saison. L'astronome espère lui aussi avoir sa propre maison dans l'au-delà, un endroit où revenir chaque fois qu'il se sent fatigué. Il ne veut pas d'une tente qui peut être emportée par une rafale de vent. Il veut une maison solide où il peut s'installer. L'astronome a toujours détesté les tentes, et d'ailleurs, il se repose actuellement dans l'une d'elles, bien qu'il n'ait aucune plainte. Bientôt, son âme trouvera un endroit où s'installer. Il se demande si les cieux de l'au-delà auront des étoiles ou non. Rakrak lui assure que le dieu est assez attentionné. Il mettra certainement des étoiles dans le ciel pour que tout le monde puisse retrouver son chemin. À ce moment précis, Rakrak remarque ces papillons bleus familiers, un signe clair que le dieu les observe. Le dieu est arrivé pour réclamer l'âme de l'astronome. Une fois l'âme réclamée, le vieux lézard est enfin plongé dans un sommeil éternel, n'existant plus dans le monde des mortels.
Il est grand temps pour Nebula de créer l'au-delà que son peuple désire. Le système l'informe que les conditions pour créer l'au-delà sont remplies, lui donnant l'option de commencer la création. Il dispose de suffisamment de ressources, de niveaux, de foi et d'une grande archive d'âme pour déclencher la formation de l'au-delà. Vous voyez, l'au-delà est un mécanisme crucial dans ce jeu. Les chances de gagner d'un joueur augmentent considérablement en construisant un banc au-delà. Tout comme ouvrir les portes du paradis pour ceux qui ont vécu des vies nobles et punir les pécheurs, cela peut renforcer la morale et l'éthique, ou fonctionner comme un terrain d'entraînement pour les guerriers, comme le Valhalla. Ce jeu permet même de renvoyer les guerriers décédés dans le monde réel, ce qui signifie qu'ils peuvent servir d'atout caché en guerre, donnant aux joueurs un avantage crucial dans les étapes ultérieures. Nebula libère enfin tous les papillons qui symbolisent les âmes des défunts, les laissant s'installer dans l'au-delà, connu sous le nom de prairie primordiale. Sur ce vaste champ d'herbe repose l'astronome, qui ouvre les yeux pour la première fois en ce lieu. Il peut percevoir et ressentir tout ce qui l'entoure, réalisant qu'il n'imagine rien, il ne rêve pas. C'est l'au-delà, la prairie qu'il avait imaginée avec Rakrak, bien que l'endroit manque de monticules de pierre pour se reposer et d'une maison solide pour y vivre. Mais encore une fois, on ne devrait pas être trop gourmand. En fait, il ne ressent même plus le besoin d'une maison. L'endroit est parfait, un cadeau que tout le monde chérirait. Non seulement cela, mais les autres hommes lézards sont également ici, dormant paisiblement. Il est actuellement le seul éveillé. Il décide de ne pas les déranger et les laisse se reposer. Il y a aussi un enfant parmi eux, un jeune homme lézard qui semble familier au contemplateur d'étoiles. Si sa mémoire est bonne, une catastrophe a frappé lorsque l'Alliance des Gobelins a lancé une embuscade, tuant de nombreux membres de la tribu des hommes lézards. Ces salauds sournois ont uni leur clan et ciblé uniquement les enfants et les personnes âgées. Stargazer était aussi l'un des anciens. Il pensait qu'ils étaient condamnés avec l'ennemi approchant, mais un jeune homme lézard s'est avancé, une arme à la main, prêt à protéger ceux qu'il aimait. Il était l'un des enfants à qui le Stargazer avait enseigné la connaissance des nombres et de l'arithmétique. L'enfant comprenait la situation et savait comment minimiser les pertes, grâce à l'arithmétique qu'il avait apprise. L'enfant était courageux et s'est précipité vers sa fin pour le bien commun. Lors des funérailles tenues pour les guerriers qui n'ont pas pu revenir, Rakrak était furieux. Tout le monde blâmait le Stargazer d'avoir enseigné l'arithmétique aux guerriers. Maintenant, il n'hésitait pas à plonger dans le danger, prêt à sacrifier une vie pour en sauver deux. Rakrak ne pouvait rien faire d'autre que verser des larmes de chagrin. Même si les guerriers avaient pris la décision sage, la seule chose qu'ils pouvaient faire dans une telle situation désespérée était de se sentir frustrés. À cause du sacrifice de ce jeune homme, il est devenu le pionnier pour que les autres enfants apprennent l'arithmétique. Quoi qu'il en soit, Stargazer est heureux d'être réuni avec cette âme courageuse. Un peu plus tard, on peut voir le Stargazer errer, se demandant pourquoi ils n'ont pas encore rencontré leur dieu. C'est alors qu'il remarque quelqu'un se faufiler derrière un arbre. Stargazer commence à poursuivre la silhouette inconnue, et la poursuite le mène directement au laboratoire d'observation des étoiles. Le lézard sage avance, des millions de pensées obscurcissant son esprit. Il veut savoir pourquoi leur dieu est si bienveillant, pourquoi ils ont été choisis. Qu'est-ce qui les rend différents des autres espèces? En entrant dans la chambre, le Stargazer remarque un étrange appareil sur un piédestal, et tout le plafond est orné d'étoiles scintillantes. Le lézard curieux monte les escaliers, reconnaissant que Rakrak avait raison. Il existe une maison faite de pierres et d'étoiles. En s'approchant de la machine, il regarde à travers la buse et voit une galaxie entière de ses propres yeux. Il peut voir la galaxie nébuleuse. C'est la première fois qu'il voit les étoiles d'aussi près. La révélation change complètement sa compréhension du cosmos. Si seulement il pouvait partager cette connaissance avec les gens dans le monde réel, cela changerait la donne. Pendant ce temps, Nebula observe Stargazer atteindre cette épiphanie. Il veut que Stargazer réalise qu'il a parfaitement suivi le chemin qui lui a été montré. L'au-delà n'est pas seulement une destination pour les morts. Les croyances de leurs dieux façonnent les valeurs de leurs fidèles. Quand les Vikings meurent, leur peuple imagine un paradis appelé Valhalla. Pour les cultivateurs, ils rêvent d'un printemps de fleurs de pêcher. Maintenant, vous pouvez imaginer ce qui se passe lorsqu'un érudit entre dans son au-delà. Cela devient une base pour le progrès technique. Nebula est heureux que l'au-delà fonctionne exactement comme il le souhaitait, surtout puisque la menace approche plus vite que jamais. La tribu Kleptyr a leur danger actuel. Ces gens possèdent des compétences avancées en travail du fer et la capacité de dompter les redoutables bêtes Gamshi. En résumé, leurs prouesses technologiques et leurs mouvements stratégiques sont bien en avance sur la tribu de l'écaille noire. La seule raison pour laquelle cette tribu a une telle force est probablement parce qu'ils sont soutenus par un autre acteur. Cela signifie que la guerre est inévitable, et Nebula doit se préparer. Les acteurs étendent lentement leur influence territoriale. Pour contrer cela, Nebula a beaucoup investi dans sa domination sur les insectes, commandant actuellement 3 types de nuées d'insectes. L'un d'eux est l'essaim de criquet, que Nebula appelle simplement l'essaim. Il utilise ces bestioles pour saboter discrètement les joueurs qui dépendent fortement de l'agriculture. Ensuite, il y a le deuxième essaim, l'essaim de virus, également connu sous le nom d'hôte, qu'il a précédemment utilisé contre les hommes grenouilles. Ces créatures élargissent continuellement leur arsenal de maladies. Enfin, le nid, qui élève toutes sortes d'insectes. Ce groupe est responsable de l'acquisition passive d'expérience pendant que Rakrak se concentre sur l'unification des tribus voisines. Étant donné le rythme auquel Nebula avance, il est certain qu'il ne faudra pas longtemps avant qu'il ne prenne le contrôle de la péninsule sud. Le premier obstacle majeur dans le plan d'expansion de Nebula est de s'occuper du joueur qui commande la tribu des Gnolls. Revenons à notre tribu de lézards. Owen est enfin arrivé avec Ashwi aux terres de repos de Rakrak.
Owen n'est pas ravi d'apprendre que Stargazer est décédé. Stargazer est si célèbre que même Shui a entendu son nom, bien qu'il ne soit pas sûr que visiter Rakrak ce jour-là ait été la bonne décision. Owen le rassure en lui disant que tout va bien. La tribu des Écailles Noirs considère comme un bon présage lorsqu'un voyageur se joint à leurs funérailles. Après tout, cela leur donne simplement une personne de plus avec qui partager leur chagrin. La cérémonie funéraire commence avec Rakrak debout tout devant. Owen et son compagnon humain rejoignent également la cérémonie. Shui identifie immédiatement le grand chef de la tribu des Écailles Noires, le chef qui laisse actuellement les larmes couler librement sur son visage. Cela surprend l'homme. Il ne s'attendait pas à ce que le chef pleure si ouvertement. Sa réaction pousse Owen à se demander si les humains sont incapables d'exprimer leur chagrin. Shui précise que les humains versent des larmes. On s'attend simplement à ce qu'ils les répriment en public. Pleurer est considéré comme un signe de faiblesse, et ils doivent maintenir leur dignité. La dignité est un concept dont Owen a déjà entendu parler, mais il empêche Shui de l'enseigner aux autres hommes lézards. Il croit que les hommes lézards possèdent quelque chose de bien plus profond que la dignité. Après la cérémonie, il s'avance enfin et salue son ami estimé. Rakrak est heureux de voir son ami assister aux funérailles de Stargazer. Puis, il remarque l'invité humain qu'Owen a amené. Owen explique que cet homme est un messager du château de l'automatisation et le présente officiellement au chef de la tribu. Owen se penche ensuite vers Rakrak et lui raconte discrètement tous les détails croustillants sur cette personne. Peu de temps après, Rakrak s'assoit en face du visiteur. Bien qu'il soit d'usage de laisser un invité se reposer avant de tenir une réunion, Rakrak veut entrer directement dans le vif du sujet. L'humain le reconnaît et commence la réunion en offrant une bourse, un cadeau du seigneur du château de l'automatisation. Rakrak attrape la pochette et découvre un bloc de sel à l'intérieur. L'humain explique que le sel gemme est la spécialité du château de l'automatisation, et c'est le premier sel gemme offert sans attente de remboursement. La façon dont Hui choisit ses mots, Rakrak réalise que ce n'est que le premier bloc. D'autres suivront. L'homme le confirme, seulement pour que Rakrak écrase le bloc avec la force de sa poigne, le réduisant en poudre. Il ordonne à Hui de transmettre un message au château de l'automatisation. Le cadeau a été reçu, mais l'homme veut savoir pourquoi Rakrak a détruit la pierre. Le chef affirme que c'est fait pour plaire à son dieu. Saupoudrer du sel gemme sur le sol est apparemment un rituel qui amuse leur divinité. Bien sûr, l'homme sait que Rakrak se moque de lui. Ils poursuivent cette conversation d'avant en arrière et la conclusion devient claire. C'est la manière subtile de Rakrak de dire qu'il n'a aucun intérêt à commercer avec le château de l'automatisation. Hui réalise également que Rakrak n'aime pas la rhétorique diplomatique. Alors il décide d'être direct. Tout d'abord, il demande au chef pourquoi il a rejeté l'offre. Rakrak précise ses conditions. Il n'aime pas accepter une offre que quelqu'un d'autre a déjà rejetée. Si une autre tribu l'a déjà refusée, alors l'offre ne doit pas être précieuse. Hui insiste sur le fait que le château de l'automatisation a préparé l'offre exclusivement pour la tribu des Écailles Noires. Mais Rakrak sait mieux. Ce n'est pas une coïncidence si Owen est tombé sur cet homme et l'a amené ici. Selon Owen, Hui venait du nord, pas de l'ouest. Le château de l'automatisation se trouve à l'ouest et la tribu de l'oreille coupée de Salkite vit dans la nature sauvage du nord. Cela implique clairement que Hui est allé d'abord à Salkite et n'est revenu qu'après avoir été rejeté. Maintenant, Rakrak veut que l'homme soit honnête. Il sait que cet homme est le seigneur du château de l'automatisation, le PDG Hui. Avant de continuer, voici une brève introduction au château de l'automatisation. Bien que le château soit construit en argile, il est entouré de murs de 5 mètres de haut. Étant donné le niveau technologique de cette époque, il peut facilement être considéré comme une merveille d'ingénierie. C'est aussi l'un des mystères du monde perdu, avec des soldats debout qui l'entretiennent et le patrouillent. À l'intérieur de ce château d'origine inconnue, humains et diverses tribus coexistent. Du point de vue d'un adversaire, le château est difficile à pénétrer en raison de son avantage géographique. La vallée montagneuse dans laquelle il se trouve sert de porte d'entrée au reste du continent. En d'autres termes, le château de l'automatisation doit être sécurisé pour accéder au continent. De plus, le château possède une mine de sel extrêmement précieuse pour l'élevage et la production alimentaire. De retour à la réunion, Rakrak précise qu'il ne croit pas aux cadeaux qui viennent sans contrepartie. Et si un cadeau vient de quelqu'un qui cache son identité, il est encore plus enclin à refuser. Puisque le seigneur du château de l'automatisation ne confirme ni ne nie son identité, Rakrak devient encore plus certain. Il sait que la seule raison pour laquelle cet homme a révélé son nom était de tester à quel point les hommes lézards connaissent le château. À l'intérieur du château de l'automatisation, très peu de personnes connaissent le vrai nom ou l'apparence du seigneur. Même au sein des 4 clans qui lui sont loyaux, seuls quelques-uns en sont conscients. De plus, le nom Shui est partagé parmi ceux de la lignée du seigneur et Rakrak a entendu des rumeurs selon lesquelles le seigneur a 2 fils et 3 filles. Il est clair que l'humain devant lui n'est pas une femme, et à en juger par les rires sur ses mains, il n'est plus jeune non plus. C'est ainsi que Rakrak a compris exactement qui est cet homme. Le seigneur du château d'automatisation est profondément impressionné par tout ce que Rakrak semble savoir sur eux. Il ne se souvient pas qu'aucun homme lézard ne l'ait jamais servi d'assez près pour que de tels secrets cruciaux soient divulgués. Il est donc insensé de penser que Rakrak a compris autant de choses sur le château de l'automatisation sans jamais y avoir mis les pieds. L'homme finit par l'admettre. Il est le seigneur du château de l'automatisation. Il admet également que le cadeau qu'il a apporté était légitime.
Encore une fois, Rakrak n'y croit pas. S'il n'y avait vraiment aucun prix attaché à ce cadeau, alors ces idiots cupides de Salka n'auraient eu aucune raison de le rejeter. Il semble que Rakrak ait également compris ce que le château de l'automatisation recherche exactement. En fournissant du sel gratuit, ils veulent la protection de la tribu aux écailles noires. Une fois que la tribu commencera à dépendre de ce sel, elle s'inquiétera inévitablement que le château soit attaqué ou pillé. La chute du château automatisé signifierait plus de sel pour les hommes lézards. Bien que Oui ne nie pas ses intentions, il insiste pour appeler cela un échange. Il rappelle même à Rakrak que l'accord profite énormément à la tribu aux écailles noires. C'est pourquoi il est curieux de savoir pourquoi Rakrak a refusé. Rakrak souligne alors le véritable inconvénient. Pourquoi devrait-il protéger le château automatisé alors qu'il peut simplement le prendre? S'il chasse les humains, la tribu aux écailles noires garde le château, la vallée et toutes les ressources. Et voilà, c'est exactement la même réponse que Hui a reçue de la part des Soulcate, la raison pour laquelle l'accord a échoué. Bien sûr, Hui essaie de faire taire cela en l'appelant une déclaration de guerre, mais Rakrak précise que la diplomatie n'est pas une chose de lézard. Ils choisissent simplement l'option qui leur profite le plus. Hui tente de l'intimider en se vantant du pouvoir du château automatisé. Rakrak admet que la tribu aux écailles noires subirait des pertes, mais insiste sur le fait qu'ils peuvent encore la conquérir. Après tout, c'est en le dieu insecte bleu qu'ils ont foi. Si leur dieu décide d'intervenir, ces hauts murs autour du château automatisé s'effondreront comme de l'argile mouillée, et ses soldats seront écrasés sous la puissance divine, sans oublier que le seigneur du château est assis juste en face d'eux. Le tuer rendrait la conquête un jeu d'enfant. L'homme rit en réponse. Il est certain que Rakrak n'osera pas le tuer, car s'il meurt, Rakrak perd tout moyen de savoir qui sera le prochain héritier du château automatisé. Au début, Rakrak ne pense pas que cette information vaille grand-chose. Alors Hui décide de lui apprendre un peu un jeu de plateau appelé Go. C'est un jeu où les joueurs placent des pierres noires et blanches sur des lignes qui se croisent. La stratégie est simple, entourer complètement l'adversaire. En ce moment, Hui représente l'une de ces pierres. Tout cela, cette guerre, cette expansion, n'est qu'une partie de Go jouée par deux dieux. Rakrak et ses adversaires ne sont que des pierres déplacées par des êtres supérieurs. La tribu aux écailles noires est entrée dans le deuxième tour, affrontant les Gnolls. Cette fois, l'enjeu est le château d'automatisation. Celui qui gagne ce tour en devient le propriétaire légitime. Shui sait déjà que Rakrak s'est mêlé de la succession à venir à l'intérieur du château. Certains hommes lézards et leurs partisans ont contacté ses enfants, essayant de les faire croire au dieu des hommes lézards. À présent, certains de ces enfants ont déjà commencé à croire. Le secret est éventé et Rakrak ne se donne pas la peine de le cacher. Cette approche est la meilleure et la plus propre pour prendre le château automatisé. Une méthode qui nécessite presque aucune effusion de sang. Pour comprendre comment Rakrak a rendu tout cela possible, nous revenons 3 semaines en arrière. Nebula est soudainement approché par Hegemonia, le deuxième joueur classé de Perished World et son rival habituel. Hegemonia essaie de renouer avec lui comme un vieil ami, mais Nebula veut qu'il arrête de tourner autour du pot et en vienne au fait. Il s'avère que tous les deux sont les joueurs choisis pour se battre pour le château d'automatisation. Le fait qu'il soit encore tôt dans le jeu et que les meilleurs joueurs s'affrontent déjà aggrave les choses. Ce sera le dernier tour et celui qui perd est fini pour toujours. Nebula connaît déjà le style de jeu d'Hegemonia. Il a des instincts incroyables, multitâche comme un monstre et excelle dans les guerres en début de partie, exactement le genre de combat que Nebula ne veut pas. Alors, au lieu d'une guerre directe, Nebula choisit un chemin différent. Il active des prophéties contradictoires. Voici comment fonctionne la prophétie dans Perished World. Un joueur peut utiliser la compétence une fois que sa divinité atteint le niveau 6. C'est essentiellement une quête qu'ils s'assignent eux-mêmes. La réussir donne énormément d'expérience. L'échouer est catastrophique. Une prophétie échouée fait perdre aux joueurs toute l'expérience investie et tous les points de foi qui y sont liés. Pire encore, cela peut déclencher un événement négatif aléatoire. Maintenant, lorsque deux joueurs créent des prophéties qui se contredisent, l'un reçoit la récompense et l'autre la pénalité. Hegemonia est partant, bien qu'il veuille savoir de quoi devrait parler la prophétie. Nebula se souvient qu'il est presque temps pour le château d'automatisation de choisir un nouveau seigneur. Seul le seigneur actuel connaît l'heure exacte du rituel de succession. Alors Nebula propose une prophétie. Qui deviendra le prochain seigneur du château d'automatisation? Parmi les 5 enfants du seigneur actuel, ils doivent en choisir un. Tant que les deux joueurs choisissent des héritiers différents et prophétisent que leur personnage choisi deviendra le prochain seigneur, leurs prophéties sont vouées à se contredire. Hegemonia a déjà la liste des frères et sœurs parmi lesquels ils peuvent choisir. Le premier est le fils aîné, Dan, un homme dans la trentaine. Il est fort, intelligent et très digne de confiance pour Hui. Comme 2 des 4 clans au service du Seigneur le soutiennent, il est le candidat le plus probable pour hériter du titre. Ensuite, il y a Jun, un homme de la fin de la vingtaine. Il est le demi-frère de Dan et la plupart le considèrent comme faible. Il apparaît rarement en public et n'a aucun intérêt pour le trône. Il est soutenu par un seul clan, celui du côté de sa mère. Le troisième enfant est Jin, une femme de la fin de la vingtaine qui partage la même mère que Dan, l'épouse légitime du Seigneur. Elle aime se déguiser, sortir en cachette pour des fêtes et se mêler bien avec des brutes comme les chasseurs. Elle a le soutien du dernier clan restant.
Quatrième est Kyung, une femme au début de la vingtaine. Elle a une mère différente des premiers et deuxième enfants et, pour autant que Hegemonia le sache, sa mère est déjà décédée. Il y a quelque chose d'étrange dans l'apparence de Kyung, un effet d'une malédiction. À cause de cela, elle a été isolée non seulement par le Seigneur, mais aussi par les clans. Enfin, le cinquième enfant est Min, actuellement dans son adolescence. On dit qu'elle est très intelligente et talentueuse à bien des égards. Étant la plus jeune, elle est naturellement la plus aimée par le Seigneur. Avec les 5 candidats présentés, il est enfin temps pour les 2 joueurs de choisir leur personnage. Hegemonia est même prêt à donner à Nebula autant de temps qu'il veut, mais Nebula a déjà fait ses devoirs. Il est prêt à faire son choix. Ils choisissent chacun un héritier et le système se prépare à initier la compétence de prophétie contradictoire. Avant que la compétence ne s'active, le système les avertit des conséquences. Nebula accepte et procède à finaliser son choix. Hegemonia choisit le deuxième enfant de Seo Hui, Jun Hui, pour être le prochain seigneur du château d'automatisation. Nebula, quant à lui, choisit le quatrième enfant, Kyung Hui, le soi-disant maudit. Hegemonia est visiblement surpris par le choix de Nebula. Maintenant qu'ils ont choisi des personnages différents, la prophétie contradictoire est officiellement déclenchée. Retour à la rencontre de Rakrak et Hui. Hui commence à soupçonner que la tribu aux écailles noires et la tribu des Gnolls sont profondément liées aux rumeurs qui circulent, et le fait qu'ils soient encore en vie après avoir rencontré les chefs des 2 tribus ne fait que le confirmer. Leurs dieux sont en conflit, et il n'est qu'une pierre sur leur échiquier. Rakrak prend finalement la parole pour conclure la conversation. Hui a 2 choix. Il peut choisir Soulcate ou la tribu aux écailles noirs, les Gnolls ou les hommes lézards, le dieu des dents rugentes ou le dieu des insectes bleus. Bien sûr, ce n'est pas aussi simple que cela en a l'air. C'est comme choisir entre mettre sa tête dans la gueule d'un tigre à dents de sabre, tigre ou un Kakatoès. Rakrak lui assure que le Kakatoès est la meilleure option, mais selon Soulcate, la bouche du tigre est préférable. Pour l'instant, Hui ne veut choisir aucune des 2 tribus. Pour Rakrak, cela ressemble à une reddition de Hui à son destin d'être juste une autre pierre. Hui décide de mettre fin à la discussion et se prépare à partir, mais avant de partir, il demande une dernière chose à Rakrak. Rakrak est aussi une pierre sur le plateau. Cela ne le rend-il pas en colère ou effrayé? L'homme lézard sourit simplement et promet de répondre une fois que tout sera terminé. Un peu plus tard, Hui retrouve son équipage. Après s'être rasé la barbe qu'il a laissé pousser pendant le voyage, il monte à cheval et retourne au château automatisé. Environ 3 semaines plus tôt, nous voyons Kyung Hui lutter pour escalader une montagne seule. Eh bien, escalader n'est pas tout à fait exact. Son chariot plein de sel a roulé hors du chemin étroit, la laissant accrochée à un rocher pour sauver sa vie. Voici quelques informations sur Kyung. Depuis qu'elle se souvient, on lui a dit qu'elle était maudite. Elle aurait été rejetée par les clans, accusée d'être le diable qui a tué sa mère, mais elle ne leur en veut pas. Depuis son enfance, elle a été au centre d'un accident étrange après l'autre. À 13 ans, elle est tombée dans les escaliers du marché. À 14 ans, elle a été accusée d'être une voleuse de sel et a été enfermée pendant quelques jours. À 15 ans, elle est tombée à travers le sol de la salle de bain. Oui, littéralement. Cela a failli la tuer. Les mentions honorables incluent des jarres d'eau lui tombant sur la tête ou être poursuivie toute la nuit par une meute de chiens enragés. Donc, escalader cette montagne ne devrait pas être trop difficile, n'est-ce pas? Faux. C'est épuisant comme l'enfer. En ce moment, elle a atteint une section raide sans rien à quoi s'accrocher. Si elle saute assez vite, elle pourrait atteindre la prochaine corniche. Mais c'est risqué, très risqué. Heureusement, elle n'a pas besoin de recourir à de telles acrobaties dangereuses. Un homme lézard attend au-dessus de la falaise pour lui donner un coup de main. Il semble que la fille voit cet homme lézard pour la première fois et veut qu'il se présente. Cependant, l'homme lézard pense qu'elle ne devrait pas s'inquiéter des présentations formelles étant donné sa situation précaire. Il la trouve assez audacieuse d'avoir réussi à descendre un chariot chargé de sel sur un chemin aussi étroit sujet au glissement de terrain. Si seulement la roue ne s'était pas cassée, elle aurait déjà traversé les montagnes. Sous son insistance, l'homme lézard finit par se présenter comme Seren Gyol. Elle exprime sa gratitude pour l'aide précieuse et tente de reprendre son chemin. Mais Seren l'arrête car il n'a pas encore fini. La situation prend une tournure étrange lorsqu'elle réalise que cet homme lézard connaît son vrai nom. Elle attrape immédiatement son couteau tout en lançant des regards meurtriers. Seren se rend immédiatement, affirmant qu'il a appris son nom du chef Rakrak. Pour être honnête, il admet que c'est le chef qui lui a ordonné de la trouver. La fille veut confirmer s'il parle vraiment de Rakrak le chasseur, l'homme lézard du tonnerre et le premier élu. Ce qui la confond encore plus, c'est pourquoi Rakrak la chercherait. Suri ne connaît pas tous les détails, mais le chef la recherche probablement à cause des rumeurs qui circulent à son sujet. Il semble que Kyung n'ait aucune idée des rumeurs dont il parle. Elle est sortie du château d'Automate depuis un moment maintenant, voyageant pour acheter de la soie. Selon Surin, la première rumeur prétend que le deuxième enfant du seigneur deviendra le nouveau seigneur du château d'Automate. Quant à la deuxième, elle prétend que le quatrième enfant du seigneur prendra le trône. Entendre des rumeurs à son sujet, c'est évident que ce sont des fausses. Après tout, elle est une enfant illégitime qui ne s'intéresse même pas à la politique du château d'automatisation. Il est très probable qu'un de ses frères ait répandu ces fausses rumeurs pour en tirer profit, donc elle pense qu'elle n'est pas la personne que Surin devrait chercher. Au lieu de cela, il ferait mieux d'aller trouver ses autres frères et sœurs.
Intérieurement, cependant, elle trouve sa situation assez pénible. Cet homme lézard connaît sa véritable identité, même si les enfants du Seigneur doivent garder leur identité secrète. Même si ce type est fort, elle sent qu'elle n'a pas d'autre choix que de tenter sa chance et de le tuer. Il semble que Serene sait exactement ce qu'elle pense. C'est pourquoi il révèle qu'il a également reçu l'ordre de la protéger. Bien sûr, cela la plonge dans la confusion, ce qui pousse l'homme lézard à expliquer la situation. Même si elle considère que les rumeurs qui circulent en ville ne sont que de simples faux bruits, les principales familles du château automatisé ne les ignoreraient pas. Elles feront tout leur possible pour l'éliminer afin de réduire les variables en jeu avant la cérémonie de succession. La femme refuse de considérer son aide, affirmant qu'elle est plus que capable de se protéger elle-même, mais Serene reste ferme. Il honorera les ordres qu'il a reçus. Finalement, elle écarte sa frange et lui montre les cornes qui dépassent de sa tête. Elle les a taillées, mais elles repousseront à partir de la base. C'est une malédiction qui la hante, née après avoir déchiré le ventre de sa mère avec ces mêmes cornes et tué un de ses frères et sœurs en chemin. Elle croit qu'elle n'attire que le malheur aux autres, c'est pourquoi elle préfère être solitaire. Serin se sent triste à propos de sa condition, mais il ne se soucie pas vraiment si elle est maudite ou non. Il est ici pour représenter la volonté de la tribu selon les ordres du chef. Si elle refuse, il n'aura pas d'autre choix que d'utiliser la force. Kyung intériorise sa situation. Si effrayer ce grand gars ne fonctionne pas, elle n'a pas d'autre option que de céder. Maintenant qu'elle y pense, étant donné le terrain, voyager avec cet homme lézard n'est pas une mauvaise idée. Après tout, il a juré de protéger sa vie, ce qui signifie qu'il va l'aider si elle se met en danger. D'abord, elle doit obtenir la soie, alors elle décide de descendre puis de remonter. Seren lui rappelle les blessures à sa jambe. Au lieu de plonger tête baissée dans le vif du sujet, il vaudrait bien mieux qu'elle apprenne à demander de l'aide à quelqu'un. La fille est embarrassée. Un peu plus tard, ils sont en route avec Serene portant la soie. En marchant, elle se demande comment il a découvert sa localisation. Eh bien, Serene l'avait cherché sous le pseudonyme que tout le monde connaît, Mengzi. Ses associés n'ont même pas demandé de pot de vin pour l'information. Ils étaient plus qu'heureux de le donner gratuitement. Ils lui ont également dit qu'elle avait l'ambition de lancer sa propre entreprise de soie. De là, Serin a appris que l'un d'eux lui avait même prêté une charrette qu'elle n'a jamais rendue. Cette fille a essentiellement escroqué le pauvre gars et cela fait quelques jours qu'elle a disparu. Serin trouve hilarant qu'elle veuille construire une grande entreprise, alors qu'elle piétine le fondement de toute entreprise, qui est la confiance. Après une courte marche, le château automatisé est en vue, puis les choses prennent une tournure inattendue. Quelqu'un essaie de l'embusquer avec un poignard lancé. Serin la protège avec son propre corps, laissant le poignard logé dans sa main. Ceux qui essaient de l'assassiner sont ces types verts. On dirait que la bataille de succession a déjà commencé. En un rien de temps, Serene parvient à démanteler tous les gobelins. Même Kyung est surpris par les compétences de ce lézard en combat. D'ailleurs, elle se souvient avoir entendu parler d'un célèbre guerrier lézard nommé Yuri. Serene confirme les rumeurs. Il est en fait le meilleur guerrier de la tribu des lézards à écailles noires. En fait, il a appris toutes ces techniques de Yuri. Quant à la façon dont il a appris l'art de la médication, il l'a acquis de Zayol lorsqu'il travaillait comme son garçon de course. Zayol est celle qui est en charge des affaires internes de la tribu des écailles noires, ainsi que l'épouse de Rakrak. Puisque Sirène avait été sous sa supervision, il n'est pas étonnant qu'il soit un individu talentueux et qu'il ait appris quelques astuces. De plus, le fait qu'il ait appris à se battre avec Yuri explique pourquoi il occupe une position importante dans la tribu. Le fait qu'une personne comme lui soit venue la protéger pourrait changer la donne de manière significative. Soudain, elle est choquée de voir Seon lui remettre sa soie. Bien sûr, elle n'aime pas l'idée, mais il est crucial d'agir de manière servile. Un peu plus tard, ils atteignent enfin le château de l'automatisation pour se rendre compte que les portes sont fermées. Les autorités empêchent les gens d'entrer. Kyung s'approche d'un des voyageurs et demande pourquoi les portes sont fermées. Le gars renard l'avertit en particulier de ne pas entrer, surtout puisqu'elle est marchande de soie. Même si elle entre, elle ne sera pas autorisée à sortir. Il va sans dire que certaines affaires internes causent des troubles dans le château de l'automatisation. Dans le foyer de la famille Gyo, Kyung rencontre son partenaire commercial, Gyo Jung, qui lui a prêté la charrette. Au lieu de se montrer reconnaissante, elle s'en prend à lui pour lui avoir prêté une pièce défectueuse, bien que Gyo Jung pense que c'est de sa faute. Quoi qu'il en soit, il demande si quelque chose de notable s'est produit pendant ses voyages, à part l'accident de charrette. Kyung révèle la tentative d'assassinat, à laquelle elle a heureusement survécu grâce à cet homme lézard. Siran se présente et Gyo Jung répond de même. Il est le chef de la famille Gyo, l'une des 4 familles du château de l'automatisation. Seon est heureux d'annoncer que les gobelins qui ont tenté l'assassinat ont affirmé que la famille Gyo n'était pas liée à l'incident. Le chef de la famille Gyo insiste sur ce point, affirmant que sa famille ne s'abaisserait pas à un tel niveau. Kyung le questionne alors sur la raison de la surveillance stricte dans le château de l'automatisation. Elle est presque sûre que personne n'en aurait rien à faire juste parce que la maudite 4e fille a été attaquée. Eh bien, il s'avère qu'une tentative d'assassinat a également eu lieu à l'intérieur du château. Maintenant que le seigneur du château est parti, un héritier principal du château de l'automatisation, son frère Harry Dan, a disparu. Un peu plus tard, tous les 3 visitent la pièce où la tentative d'assassinat a eu lieu. La pièce remplit Kyung de nostalgie. Elle était très proche de son frère dans sa jeunesse, mais ils se sont éloignés avec le temps. Seon remarque soudainement du sang qui tache le sol. Les taches montrent clairement que quelqu'un a essayé d'effacer le sang.
Si la flaque de sang était aussi grande, il ne faut pas beaucoup d'efforts pour déduire que la victime est déjà morte. Même les autorités ont trouvé les preuves, mais le problème est qu'ils n'ont pas pu trouver son cadavre. Après avoir trouvé ses traces, ils ont bloqué les portes du château pour que le coupable ne puisse pas sortir le corps. Le corps va certainement pourrir et commencer à sentir. Si cela se produit, ce n'est qu'une question de temps avant que le coupable ne soit attrapé. Mais encore une fois, Kyung trouve cela étrange. Le coupable ne doit pas être assez stupide pour ne pas envisager cette possibilité avant de commettre le meurtre. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas son problème et elle décide de ne pas trop y penser. Soudain, elle ressent une présence inquiétante. Quelque chose de sombre lui parle. L'entité est prête à dénoncer le coupable. Alors qu'elle est occupée par son tourment intérieur, Seon peut clairement sentir qu'elle ne se sent pas bien. On dirait qu'elle a trouvé les réponses qu'il cherchait. Elle veut savoir qui possède un pot assez grand pour qu'un cadavre y soit stocké sans éveiller de soupçons. Ils ont besoin d'une personne qui utilise des pots pour stocker de la viande. Deux noms lui viennent à l'esprit. Soit le propriétaire d'une boucherie, soit un chasseur. Si quelqu'un voulait prolonger la décomposition d'un cadavre, le conserver dans du sel est une solution optimale. Quelqu'un qui peut facilement emmener un chasseur avec lui dans le château et quelqu'un qui a beaucoup de viande conservée dans du sel dans des pots chez lui. Quelqu'un qui visite naturellement le bureau. Si l'on doit restreindre le coupable avec les conditions mentionnées, la seule personne qui correspond à cette description est aussi un candidat à la succession. Cette personne est Hui-jin, la sœur de Kyung. Bien sûr, les soupçons de Kyung étaient justifiés. Ainsi, même après avoir partagé ce conseil avec seulement quelques personnes dans le château, au moment où tout le monde a appris la mort de Dan, il considérait déjà Jin comme le principal suspect. Sans autre choix, Jin a été forcée de fuir le château de l'automatisation puisqu'elle était exposée, mais son voyage a été interrompu par sa sœur cadette, Hui Min. Elle a tendu une embuscade à sa propre sœur et l'a fait tuer sous ses yeux. Puis elle a été à son tour prise en embuscade par son frère et poignardée à mort avec les hommes venus s'occuper de Jin. Avec 3 frères et sœurs déjà morts, le chemin de Jin est en grande partie dégagé. La seule cible restante pour cet homme était notre fille Kyung. Dans les jours suivants, Kyung a reçu la nouvelle choquante que Jin et Min avaient été retrouvées mortes. Au même endroit où les autres corps ont été découverts, ils ont également trouvé le corps de Dan. À ce stade, même un imbécile comprendrait qui est derrière tous ces assassinats. Bien sûr, c'est Junhui. Il savait que Jin frapperait en premier et que Min y verrait une opportunité. Comme il connaissait les plans sinistres de ses frères et sœurs, il a attendu qu'ils se débarrassent les uns des autres. Elle peut dire que la tentative d'assassinat qu'elle a subie était aussi de son fait. Si Seon ne lui avait pas sauvé la vie, les gens auraient pensé que ce n'était rien de plus qu'un vol. C'est enfin le moment où Kyung est vraiment en difficulté et elle est totalement prête à y faire face. Gyo-jung les informe ensuite de la récente réunion tenue par le clan Jio. Bien que d'autres familles soutiennent Junhui puisqu'il a l'avantage, le clan Jio a décidé de parier sur elle. La fille est profondément reconnaissante pour ce geste. À cela, Jung précise qu'il ne la favorise pas à cause de leur relation, mais parce que c'est une décision calculée. L'ensemble du clan Jio veut qu'elle survive. Avant de partir, elle promet de faire de son mieux. Cette fois, elle veut vraiment survivre et surmonter cela. Il y a enfin quelqu'un qui a réellement placé sa confiance en quelqu'un comme elle, et elle ne veut pas les décevoir. Dans les jours suivants, Kyung est dans l'une des réunions animées. Les membres du clan Jio veulent se débarrasser de Junhui complètement plutôt que de simplement esquiver ses tentatives d'assassinat. Mais encore une fois, ce n'est pas si facile à réaliser. Le clan Seng ainsi que le clan Tu sont tous deux de son côté. La seule façon pour eux de gagner cette guerre de succession est d'avoir au moins le clan Su de leur côté. Pendant qu'ils argumentent d'avant en arrière, Kyung remarque que ces bois poussent à une vitesse inhabituelle. Elles poussent si vite de nos jours qu'elle ne veut pas s'embêter à les couper sans cesse. Seon ne l'aurait même pas laissé essayer s'il avait su qu'elle saignerait en les coupant. Quoi qu'il en soit, elle réfléchit à sa situation actuelle dans son ensemble. Il y a une semaine, elle courait partout pour essayer de faire des affaires de soi. Maintenant, elle est coincée ici à se battre pour la succession d'une manière ou d'une autre. Comme par hasard, un journaliste arrive en courant pour annoncer l'arrivée anticipée du seigneur du château de l'automatisation. Il est estimé qu'il arrivera probablement demain matin. De plus, il y a un message que les éclaireurs voulaient transmettre uniquement à Kyung. Alors qu'il se penche pour lui chuchoter les détails croustillants, nous réalisons que ce salaud est aussi un assassin, mais il est rapidement neutralisé par les gardes du corps de Kyung. Le type a été abattu avant même de pouvoir brandir le poignard qu'il cachait. Ce type était en fait du clan Jieo, ce qui signifie qu'il a été soudoyé par le parti adverse. Penser qu'ils ne peuvent même pas faire confiance aux gens autour d'eux ne fait qu'aggraver la situation. Pour aggraver les choses, une bataille à grande échelle a éclaté à l'extérieur. Junhui est déterminé à s'occuper d'elle avant l'arrivée du seigneur du château d'automatisation, c'est pourquoi on lui dit de fuir avant que les choses ne prennent une tournure dramatique. Ils n'ont pas d'autre choix que d'utiliser ce passage souterrain. La fille n'est pas vraiment ravie de traverser ce conduit souterrain, mais ils n'ont pas le choix et finissent par y entrer. En traversant cet endroit puant, Seran ne s'attend pas à ce que la fille tienne si bien le coup. Sans surprise, elle affirme qu'elle a déjà l'expérience directe de tomber dans des latrines auparavant. Elle a failli mourir ce jour-là quand elle est tombée, mais heureusement, un énorme tas d'excréments a amorti sa chute. Elle a ensuite roulé jusqu'aux égouts sans se blesser, mais il n'y avait pas un seul rayon de lumière là-dedans. Juste au moment où elle était sur le point de succomber à son terrible destin, elle a vu des lumières flottantes.
Elle a suivi cette lumière périlleuse et a réussi à sortir du caniveau. Les insectes qui lui ont montré le chemin étaient des lucioles, et le fait que ces insectes n'appartiennent pas vraiment à un endroit comme celui-ci témoigne d'un miracle. Eh bien, il ne faut pas longtemps à Suran pour réaliser qui l'a exactement sauvé. Bien qu'il ne le dise pas à voix haute, il prétend que cela doit être une espèce différente qui est tombée dans cette latrine. Finalement, ils arrivent à la porte de sortie. Suran décide de prendre les devants à partir de là. S'il ne revient pas après un certain temps, elle doit courir dans la direction opposée. Pendant que ce type est parti, Kyung reste là à réfléchir à quel point Suran est attentionné. C'est uniquement grâce à lui qu'elle est encore en vie à ce stade. Cela fait 3 semaines qu'elle s'oppose à sa volonté, mais il maintient obstinément sa parole. Soudain, elle entend des bruits désagréables. Cela lui rappelle l'avertissement qu'il lui a donné de revenir en arrière. Mais au lieu de battre en retraite, elle se rebelle contre ses peurs et fonce droit devant pour sauver son ami. Dès qu'elle sort du caniveau, elle aperçoit Seran transpercé par une lance. Son frère, Jun, est également là, se sentant satisfait d'avoir déjà pris soin de ce lézard. Seran, cependant, refuse de montrer le moindre signe de faiblesse malgré sa blessure. Jun trouve le lézard assez audacieux pour sa persistance. Il ordonne à ses sbires de s'occuper de Kyung en ignorant le lézard, mais Seran ne laisse pas cela se produire. Il fonce et commence à abattre ces humains agaçants à gauche et à droite. Après avoir brisé la lance logée dans son dos, il exprime sa frustration envers elle pour avoir pris la mauvaise décision, même si fuir était le choix optimal. Néanmoins, il aime aussi son audace. Elle a volontairement pris le risque de se battre plutôt que de fuir. Il pense qu'elle est comme lui. Même s'il n'avait reçu l'ordre que de la protéger et non de risquer sa vie, il l'a fait quand même. Alors qu'ils se tiennent côte à côte, prêts à combattre leur ennemi, Jun ordonne à ses sbires d'abattre l'un d'eux et de gagner un chariot plein de soie. Autant ses sbires veulent abattre cet homme lézard, autant ils hésitent. Ils redoutent la possibilité que cet homme lézard soit l'élu, mais leur sage chef leur rappelle que s'il était l'un des élus, il n'aurait pas caché son pouvoir jusqu'à ce qu'il soit poignardé dans le dos avec une lance. Pendant ce temps, Suran évalue sa situation actuelle. Le mur de l'autre côté est principalement constitué de cristaux de sel et est directement relié à une mine de sel à proximité. Il dit à la fille qu'ils vont courir vers la droite, ce qui la rend confuse puisqu'il y a un mur qui se dresse là. Suran admet qu'il n'est pas un élu, mais cela ne signifie pas qu'il est juste un lézard ordinaire. Après tout, il est le deuxième meilleur guerrier de sa tribu. Alors que l'ennemi charge, il lui dit de se préparer à sprinter dans la bonne direction. Mon gars met ses mains sur sa tête et fonce à travers le mur comme un putain de tatou, à la grande surprise de tout le monde. Voyant qu'il s'échappe, Jun crie à ses sbires de les poursuivre. Même si notre gars